Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour lecture sur le fil numéro 3 et nous accueillons tout d'abord Roselyne de Villeneuve, qui est maîtresse de conférence ici même à Paris 4 Sorbonne à l'UFR de langue française. Elle est stylisticienne, spécialiste du 19e siècle. Mais aujourd'hui, elle va nous parler de Fabrice Caro, et en particulier de Broadway, mais à ce que je vois sur son bureau, il y a d'autres ouvrages de Caro que celui que je viens de vous mentionner. Et donc nous allons entendre ce qu'elle a à nous dire de ses œuvres qui lui tiennent à cœur. Nous t'écoutons, Roselyne. Donc, le Broadway, c'est le 3e roman de Fabrice Caro, qui est donc paru l'année dernière. Après 2 autres romans, qui étaient donc Figurec en 2006 et Le Discours en 2018. Ces 3 romans correspondent tous 3 à une grande étape de la vie, puisque Figurec parle d'enterrement, Le Discours parle d'un discours de mariage, et Broadway évoque le tournant de la cinquantaine pour les messieurs quinquagénaires, donc, accompagné, hélas, de son petit cortège de désagréments médicaux tels qu'un test de dépistage colorectal ou d'éventuels problèmes de prostate. Voilà, le morceau est lâché. Mais Broadway, c'est aussi un livre qui est intéressant parce que son titre permet de mettre en lumière quelque chose qui est absolument constant chez Fabrice Caro, qui est le fait que la théâtralité sert en réalité à problématiser la question de la performance sociale. Alors je m'explique un petit peu. Donc ce fil de la théâtralité qui donc réunit finalement toutes ces œuvres. Vous le voyez par exemple dans Formica, une tragédie en 3 actes. On le voit aussi également dans Et si l'amour s'était aimé, où on voit l'intrigue qui devient finalement un spectacle, hein, avec des spectateurs qui commentent. C'est aussi le cas lorsqu'un chœur antique apparaît, ça c'est dans Formica aussi. Bref, on en a plein d'exemples. Et peut-être que justement on rejoint la Figurec, qui est donc le premier roman de 2006, dans la mesure où Figurec, justement, le titre renvoie au titre d'une espèce de société discrète, type loge maçonnique, qui serait en même temps une immense entreprise, agence plutôt, de figuration. Et ce qui est intéressant dans Figurec, c'est que on découvre petit à petit que tout ce qui peut sembler réussi dans la vie, tout ce à quoi on peut tenir, en réalité, ce sont des figurants stipendiés, payés, qui le jouent, et ce n'est qu'une mascarade. Et pour illustrer cela, Figurec est divisé en sections. La première section s'appelle Réalité, et puis la deuxième section, on change une lettre du mot réalité, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le titre de la dernière section soit le titre Figurec. C'est-à-dire que dans l'intitulation des différentes sections, on voit la réalité se transformer en Figurec, se transformer en figuration, se transformer donc en quelque chose qui relève de la théâtralité et du jeu des apparences. Alors, j'insiste sur cette notion donc, de théâtralité en liaison avec la performance, conçue de façon un petit peu polysémique. Je veux dire par là à la fois la performance comme geste artistique ou comme représentation, et du coup qui viserait la comédie sociale, et en même temps la performance au sens d'effort sportif, de tentative de dépassement de soi, de dépassement de ses limites, de course finalement à une excellence normée passablement en toc. Alors ces performances, hein, c'est vraiment le sujet d'à peu près toutes ces BD et tous ces romans. Donc la performance du discours de mariage dans le discours, la performance de la conversation familiale du dimanche dans Formica, la performance de la relation amoureuse dans Et si l'amour s'était aimé, ou encore, dans le roman qui nous intéresse, la performance du paddle, puisqu'il s'agit de faire du paddle, et on nous explique que Denis arrive à faire du paddle avec ses pectoraux bombés et tendus comme des voiles de bateau. Donc là, il s'agit toujours de notion de performance, cette fois-ci, vous voyez, à la fois au niveau de la représentation et au niveau de l'exploit sportif. Et donc, la théâtralité, vous voyez, va permettre de mettre en scène l'articulation entre la comédie des signes extérieurs de réussite et la réalité d'une vie vécue, ma foi, comme on peut.
Alors, c'est un roman qu'il est très difficile d'aborder avec une problématique et un plan en 3x3. Donc, je vais tirer quelques fils. Et le premier, donc il y en aura 5, et le premier de ces fils s'appelle « J'ai perdu le fil ». Alors, en effet, Broadway, c'est pas du tout un roman linéaire. C'est un roman... Bon, il y a une histoire de surface qu'on peut résumer dans les critiques, on l'a vu résumé dans les critiques littéraires, mais en réalité, si on en reste à cette histoire de surface, on passe à côté de pas mal de choses. C'est plutôt un texte qui est issu de motifs sans arrêt repris, recombinés, avec tout un jeu de variations, et c'est dans cette espèce de maillage évolutif-là que réside véritablement l'intérêt du roman. Alors, le problème du coup, c'est que quand on sélectionne une entrée, comme tout tient à tout, on tire un fil et puis on a l'impression que tout vient avec et on ne sait plus très bien comment circonscrire le propos, mais on va tout de même essayer. Alors, je vous donne un exemple de cette recombinaison de motifs permanente. Alors, c'est vraiment un exemple parmi d'autres, qui n'est pas spécialement remarquable. Donc, je prends la page 43. Me voilà seule dans la tranchée de 14-18. C'est juste un apéritif entre voisins. Juste et apéritif entre voisins dissonne, un oxymore géant, un couple mal assorti, Paul Klee en Haute-Savoie. C'est juste une guerre nucléaire, c'est juste un cancer en phase terminale, etc. Alors, rien que dans ce passage, on voit qu'il y a un travail de reprise de motifs antérieurs. Donc, tranchée, c'est une blague dont on reparlera tout à l'heure d'assez mauvais goût, qui est arrivée trois pages avant. Paul Klee et le paysage de Haute-Savoie, ce sont les photos ou les reproductions qui ornent le tableau du proviseur dans lequel Axel, le narrateur, a été convoqué, son fils ayant commis un dessin pornographique à propos de ses enseignants. Et ensuite, le cancer, évidemment, c'est le fameux test du cancer colorectal, de dépistage du cancer colorectal dont il est question et qui déclenche le roman, la faille, si vous voulez, qui va lancer tout le roman. Donc en fait, l'écriture dans Broadway est à l'image de ce qui est dit de la famille. Page 34, le narrateur évoque des familles recomposées, surcomposées, métacomposées, des vraies salades d'été. Et là, d'une certaine manière, il y a toute une poétique. Comme ça, on a des petits clins d'œil de temps en temps dans le texte qui peuvent comme ça être vecteurs d'une dimension méta-littéraire. Et c'est vrai que toutes ces épithètes, composées, surcomposées, métacomposées, c'est vraiment la manière dont procède l'écriture dans Broadway. Alors, cette réticularité instable, cette arborescence permanente déborde même le roman, puisqu'on a des petits signes qui rappellent d'autres textes comme Figurec. Le fameux test de dépistage du cancer mal placé est déjà dans Figurec. On le voit apparaître page 41 dans Figurec. Et il est également question dans Figurec d'une série qui s'appelait Coup de feu sur Broadway. Donc voilà, petit clin d'œil. Donc vous voyez qu'on a comme ça ce phénomène de réticularité en mouvement ne concerne pas seulement le texte de Broadway, mais au-delà des frontières du livre. Donc cette écriture antilinéaire qui entortille des fils, qui les reprend, qui les recombine, donne à voir un cheminement ou plutôt un tâtonnement existentiel, antilinéaire lui aussi, puisque en fait le narrateur vous dit qu'il a perdu le fil et il surenchérit, il a perdu le fil des X. Donc le fil des X, c'est le fil des inconnus. Alors ce propos-là, c'est à propos d'un moment où le narrateur essaie d'aider son fils à résoudre un problème d'identité remarquable. Et là, bien évidemment, comme tout dans le roman, tout est un petit peu remotivé implicitement. Identité remarquable, évidemment, c'est signifiant. Et donc, je vous prends ce passage qui est page 156. Alors, le narrateur dit à son fils, donc c'est le même, celui qui doit résoudre les identités remarquables, évidemment le même que celui qui a dessiné ses professeurs en position équivoque, ou plutôt pas équivoque du tout. Tu es aussi peu doué pour factoriser que pour dessiner des levrettes, et étrangement, ça me bouleverse. Je ferais un piètre professeur de maths à être bouleversé par une factorisation aussi ratée qu'un dessin de levrette. Tristan me dit, bon alors, je mets quoi là? Je mets X, et je réalise que j'ai perdu le fil des X, et le fil de manière générale. Oui, voilà, mais X ici ou ailleurs, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Donc j'ai perdu le fil. Alors, la composition même du texte, vous le comprenez, est donc assimilable à un réseau enchevêtré, signifiant ce qu'il donne à voir mimétiquement
la structuration même de l'existence, c'est-à-dire enchevêtrée, pas linéaire, pas claire. Il donne à voir ce texte mimétiquement ce dont il parle, ce qui, pour dire les choses en stylisticienne, donc là maintenant je vais jargonner, mais en fait ça veut dire la même chose que ce que je viens de dire simplement, il s'agirait ici d'une exemplification diagrammatique par analogie de relation et une exemplification holistique dans la mesure où elle concerne l'ensemble du texte. Donc il y a une sorte, si vous voulez, de modélisation structurelle du style sur une représentation de l'existence. Quand je parle d'exemplification, souvent j'ai en mémoire le bon article d'Ilias Yokaris sur la question qui date de 2008 et auquel voilà, on peut se reporter. Et donc, cette structure enchevêtrée, entortillée, exemplification de l'enchevêtrement, servie d'ailleurs par le monologue intérieur, est donc à l'opposé de la voie large. Voilà un des sens du titre de Broadway. Ça veut dire littéralement, Broadway, la voie large, la voie dégagée. Rectiligne. Et donc c'est exactement l'inverse, une sorte d'antiphrase. On ne sera pas embarqué ici dans l'autoroute existentielle des gens certains. Alors Jean Certain, ça vient de Figurec. Jean Certain, c'est un prénom qui est forgé comme Jean-Philippe, mais évidemment avec derrière les gens pleins de certitude. Et voilà, du coup ça me permet la transition avec mon deuxième fil. Mon deuxième fil, ça va être de vous parler du titre. Et donc Broadway, un titre à facettes, évidemment comme une boule à facettes. Alors, ce titre, Broadway, semble à première vue à la fois engager une synecdoque et une antiphrase. Une synecdoque parce qu'il isole un élément du roman qui provient du 12e chapitre. Alors, les chapitres ne sont pas numérotés, c'est moi qui les ai numérotés pour m'y repérer, mais ils ne sont pas numérotés. Et que cet élément du 12e chapitre va devenir, c'est assez fréquent dans l'intitulation, l'étiquette de l'ensemble du texte. Et puis, quand on n'y regarde pas de trop près, on se dit mais c'est une antiphrase parce que franchement, les tribulations de notre anti-héros Axel n'ont vraiment rien à voir avec une existence à paillettes. Donc on a l'impression que c'est l'opposé. Mais en réalité, quand on y regarde de plus près, il n'y a pas d'antiphrase. Alors il n'y a pas d'antiphrase parce que l'articulation, la relation entre la représentation dorée sur tranche et la réalité médiocre, elle est dans le roman. Elle est le sujet du roman. Donc les deux, l'envers et l'avers, sont déjà dans le roman. Déjà, dans le fameux 12e chapitre, il ne s'agit pas de la comédie musicale originale, il s'agit d'une copie d'un gala de danse d'une enfant du narrateur. Et là, tous les parents voient de quoi on parle par gala de fin d'année, quand on parle de gala de fin d'année. Alors, je vous lis un petit extrait, page 60. Donc, il s'agissait d'une comédie musicale type. Alors, ça, c'est intéressant en linguistique. Type, genre, ces marqueurs-là. Type cabaret ou Broadway. Et donc, cette comédie musicale, cette représentation va virer au désastre, et un désastre tellement désastreux qu'il en devient poétique. Donc, je vous lis la page 61, quelques extraits. Les filles, n'étant absolument pas synchronisées, certaines roulant plus vite que d'autres, l'espace entre chacune d'elles soit se dilatait, soit se resserrait dangereusement, jusqu'à ce que certaines finissent par se rouler les unes sur les autres, pour aboutir à une sorte d'empilement de chair grotesque. Donc voilà, on arrive à une sorte de magma humain indéterminé, formé de corps entassés, et qui fait bien sûr penser à une planche de formica que je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si ça... Donc voilà, c'est lors de la conversation, je ne sais pas si on voit grand-chose. Oui, c'est là. Donc en fait, voilà, elle se vautre dans la conversation, et aussitôt, tous les protagonistes viennent s'enchevêtrer. On a une espèce de... voilà, vous savez, comme quand on joue à ce jeu qui s'appelle Twister, je crois, et qu'on finit tous enchevêtrés les uns avec les autres, et ça se termine ici en mêlée de rugby. Et donc, il y a, je pense, un phénomène d'écho assez net. Alors, comme le roman procède par reprise, il va revenir ensuite sur cette scène d'enchevêtrement pour montrer qu'il y a à nouveau exemplification, mais cette fois-ci selon un autre type d'exemplification, toujours si je suis l'article cité, qui serait une exemplification plutôt de type métaphorique. C'est-à-dire que ce n'est pas la structure d'ensemble qui devient signifiante, mais c'est une scène qui devient vectrice d'autres significations. C'est un échantillon représentatif de l'enchevêtrement consubstantiel à l'existence et à l'écriture. Alors... Donc c'est pour ça que vraiment cette scène apparaît comme assez capitale.
Alors, je vous lis un autre extrait, page 170, qui va reprendre et développer cela. Rien ne ressemble jamais à ce qu'on avait espéré, rien ne se passe jamais comme on l'avait prévu, le résultat est toujours à des années-lumière de ce qu'on avait projeté. Nous sommes tous dans une comédie musicale de spectacle de fin d'année, dans un Broadway un peu raté, un peu bancal. On se réveille brillant, scintillant, emporté, et on se roule les uns sur les autres, et nos coudes dans nos bouches, et nos cuisses entremêlées, et nos diadèmes qui tombent sur nos yeux, et on s'extrait de son corps, on se regarde impuissant et résigné, et on se dit, bah c'est donc ça la réalité. Tout est foireux par essence, mais on continue de se persuader qu'atteindre son but est la règle et non l'exception. Donc vous voyez, jeu de reprise qui donne le sens de cette scène un petit peu clé dans le roman. Donc, le référent de Broadway, en fait, est pluriel, ça part dans plusieurs directions. La comédie musicale originale, la copie ratée, le lien entre les deux. Broadway, finalement, ça veut dire ce tourniquet réalité-illusion qui est au cœur du roman, et qui va être ensuite décliné, repris sous des modalités différentes, cette articulation, illusion-réalité. Alors, je vous en cite juste une. On a par exemple ce que j'appellerais l'axiome de Kinder, de même qu'il y avait la loi de la tartine de beurre, il y a l'axiome de Kinder. Alors, l'axiome de Kinder, page 89-90, il s'agit bien évidemment de l'œuf Kinder en plastique jaune, que vous connaissez bien. Le meilleur moment du Kinder était celui où l'on découvrait la capsule jaune, car tout de suite après, c'était la déception assurée. Tout retombait pour la énième fois la petite voiture rouge à laquelle il fallait accrocher les roues noires. Et puis voilà, c'était fini. Kinder, en avant la déception. Alors ça, c'est un autre fil du roman. En avant la déception, ça reprend un ancien slogan de Playmobil, Playmobil en avant les histoires, qui va être du coup infusé, si vous voulez, dans toute la trame du texte. Je continue. Et c'est peut-être la meilleure école de la vie. Apprendre à dompter la réception, l'apprivoiser, puisque de toute façon, elle jalonnera notre vie. Plutôt la maîtriser que de tenter de l'éviter, instaurer une matière dès le collège. Tu as quoi, là Maths, et puis 2 heures de déception. Cours pendant lequel on ouvrirait des Kinder Surprise à la chaîne, et il n'y aurait que des voitures rouges avec les roues noires à accrocher, et on oraliserait « Pouah, comment c'est nul !» intégrant ainsi progressivement la notion de désillusion. Donc, par rapport à ce chapitre qui est donc important, on en a un autre qui est le chapitre 34, qui est un chapitre un peu pivot, un peu conclusif, qui va rassembler et résumer un peu tous les motifs dont je vous ai parlé, alors que le chapitre 35, qui est le dernier, va amorcer une sortie en dehors du ressassement et de la passivité. On arrive à une fin heureuse, un petit peu comme dans le discours. Il y a une espèce de modeste mini Deus ex machina numérique sous la forme d'un SMS qui, brutalement déclenche une fin heureuse alors qu'on ne voit pas comment c'était possible. Et tout s'éclaircit. Donc, à la fin, quand on arrive à la fin du livre, eh bien là, ce sera Broadway paillette qui va prendre le dessus et on vous dit mon visage illuminé par les Freud Broadway. Et donc là, c'est le Broadway positif qui va devenir prédominant. Alors, 3e fil, une histoire de bleu ou le paddle pour les nuls. Alors, une histoire de bleu, je demande pardon au poète Jean-Michel Maupoy parce que je lui emprunte de façon un peu cavalière le titre d'un de ses beaux recueils. Et donc là, je vais essayer de vous montrer comment 2 des motifs importants, le bleu et le paddle, s'articulent à Broadway. Alors, le premier chapitre du roman évoque une carte postale de Juan Lépin, écrite à l'encre bleue, montrant un paysage avec un ciel bleu, et donc surcaractérisé par le bleu, envoyé en 1988 au narrateur par une de ses petites amies. Et ce bleu Juan Lépin va être opposé au bleu-gris de l'enveloppe administrative concernant la fameuse convocation au test de dépistage. Et donc, on redouble, si vous voulez, l'opposition entre Broadway paillette et Broadway raté, spectacle de fin d'année. Alors, on lit notamment en page 8, à quel moment le bleu du ciel de Juan Lépin s'est-il délavé pour atteindre ce bleu grisâtre. Donc, vous voyez, c'est vraiment une sorte de réduplication. Et les derniers mots du roman vont redoubler chromatiquement ce que l'on a déjà dit de Broadway, consacrant la victoire du bleu Juan Lépin et de Broadway paillette sur Broadway raté et sur le bleu grisâtre de l'enveloppe administrative troublante. Les feux de Broadway illuminent mon visage radieux sous un ciel bleu Juan Lépin. Donc, la fatalité semble déjouée provisoirement. Ce dernier chapitre, il montre
montre le narrateur en train de s'essayer, et finalement victorieusement, au paddle, alors qu'il a passé le roman à dire qu'il ne voulait surtout pas en faire. Ce motif du paddle, hein, il est introduit au chapitre 4, page 19. Il est repris ensuite dans 8 chapitres de façon plus ou moins appuyée, jusqu'à donc être constitué le final du roman. Et il est explicitement connecté au motif Broadway sous son jour négatif au chapitre 26, page 130. Des images de paddle tournent dans ma tête comme un ballet de fin d'année, donc comme Broadway. Et puis, en revanche, hein, à la fin, évidemment, il est connecté au motif sous son jour positif, on l'a dit. Donc le paddle, c'est évidemment une métaphore existentielle. On nous dit, page 191, dans le chapitre 39, « J'ai du mal à tenir sur ce truc comme j'ai du mal à tenir sur la vie ». Autrement dit, le paddle comme métaphore existentielle s'oppose à 2 choses. Alors, il s'oppose d'abord à un chapitre, qui est le chapitre 34, il s'oppose à l'Atlas. Alors, on vous parle là d'un meuble télé sculpté, représentant un atlas, et au-dessus de lui, bah, évidemment, tout arrive. C'est-à-dire que tout ce qui peut être narré dans des feuilletons, etc., mais lui passe au-dessus de la tête, littéralement. Et du coup, le narrateur s'identifie à cet atlas qui subit, et on ne va pas dire qu'il passe à côté de la vie, mais il passe en dessous de la vie. Il a une espèce d'hypo-existence, puisque finalement, tout ce qui arrive, et là, en l'occurrence, le narrateur mentionne la petite maison dans la prairie, eh bien, Charles Ingalls et ses mésaventures, ça lui passe au-dessus des épaules, au-dessus de la tête. Et donc, le narrateur s'identifie à cet atlas. Et donc, le dernier chapitre, le narrateur dit « Il est enfin debout sur le paddle ». Autrement dit, c'est plus Prométhée enchaîné, c'est plus Atlas courbé, c'est Atlas redressé. Donc, voilà, le paddle prend le contre-pied, redresse l'atlas du chapitre précédent. Ce paddle final hein, s'oppose aussi à d'autres choses qui sont des échappées. Il y en a en effet des échappées permanentes dans ce roman. 2 sont temporelles et l'une est spatiale. Alors les deux échappées temporelles supposent un retour à la jeunesse du narrateur, un retour à la jeunesse de ses enfants, voilà, 2 échappées temporelles, et l'échappée spatiale, c'est parce que le narrateur se rêve en Argentine, sous un jour évidemment beaucoup plus glorieux. Alors, il est en effet beaucoup question de temps dans le roman, et on a notamment des petits clins d'œil méta, hein, je vous ai dit qu'il y en avait pas mal qui étaient parsemés un petit peu partout. Page 161 par exemple, je me souviens de David Lemoine, qui, avant l'épreuve du bac français, m'avait donné ce conseil de haute volée, que vous pouvez resservir à vos adolescents. Tu t'en fous, quel que soit le texte, le plus important, hein, c'est de placer un moment la fuite du temps et l'exaltation des sentiments, et le prof est content, tu t'en tires avec la moyenne. Et au-delà du baccalauréat, d'une certaine façon, on colle la fuite du temps et l'exaltation des sentiments dans un roman, et les lecteurs sont contents. Voilà, donc là encore, un petit clin d'œil. Et cette temporalité... Pardon. La première de ces échappées temporelles, le retour à la jeunesse du narrateur, alors elle justifie une surcharge absolument pléthorique de références culturelles à un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Alors, je vous parlais tout à l'heure de Kinder, hein, mais ça on connaît encore. Mais la pub pour Tahiti Douche, Jean-Jacques Goldman, Dépêche Mode, etc., etc., il y en a absolument une surcharge. Et à partir du chapitre 27, donc quand on commence à se rapprocher de la fin et du debout sur le paddle, eh bien ces références commencent à s'estomper. Pourquoi ? Parce que le paddle est aussi au niveau de la temporalité un moment où enfin le narrateur va arriver à coïncider avec le moment présent et à avancer. Alors que jusqu'à présent, il ne faisait que fuir dans le passé, fuir dans un ailleurs. Donc ça croise à nouveau hein, le petit fil du Playmobil en avant les histoires, hein, qui est tout à fait important dans ce texte finalement, puisque justement en avant, hein, on avance enfin. Et donc, page 193, dans le final, dans le triomphe du paddle glorieux, à cet instant, j'incarne chaque molécule de mon corps. À cet instant, donc coïncidence avec le présent. Fini les stratégies d'évitement temporelles ou spatiales, on avance et on prend la rame et la vie à bras le corps. On verra ce qu'il faut penser de ce final un peu trop glorieux pour être honnête dans quelques temps, dans peu de temps. J'en viens en effet à mon 4e fil. Alors mon 4e fil s'intitule Altérité intime, humour et sous-énonciation. Alors là je prends
2 minutes pour vous expliquer de façon très simple le modèle qui est celui de Rabatel, qui lie du coup de façon complémentaire humour et sous-énonciation et ironie et surénonciation. Alors les deux sont des phénomènes polyphoniques. Polyphonique, ça veut dire qu'on a un battement de plusieurs points de vue rattachés à des énonciateurs dans un même énoncé. La relation entre ces énonciateurs s'appelle la posture, et donc la posture peut être soit de surénonciation, soit de sous-énonciation. Alors, surénonciation, ça veut dire quelque chose d'assez simple finalement. Ça veut dire qu'il va y avoir une hiérarchisation entre les deux points de vue, et qu'un point de vue va être présenté comme plus pertinent qu'un autre, ce qui ne se produit pas du coup dans le cas de l'humour et de la sous-énonciation. Alors je vous prends un exemple dans Broadway, il n'y a pas tellement d'ironie, il y a beaucoup d'humour mais pas tellement d'ironie. Je vous prends quand même un exemple dans Broadway pour que ce soit bien clair d'ironie, où les deux parents discutent du prénom de leur fils à naître, sujet ô combien sensible, tout le monde le sait. Page 29 donc. Alors voilà, 4 ans plus tard, c'est elle qui proposera Tristan sans que ça la dérange outre mesure. Comme si ce prénom, lui, respirait l'allégresse et l'envie de croquer la vie à pleines dents. Quand je lui en avais fait la remarque, « Ah ouais, tiens, Tristan, c'est bien. Oh, sinon, il y avait aussi mélancoliste, déprimique, suicidin. » Elle m'avait répondu, « Peuf, rien à voir. Tristan et Iseux, ça te parle ?» Donc, vous voyez que là, on est dans un petit affrontement familial ou conjugal, avec chacun des protagonistes qui essaie d'avoir la suprématie dialogale. Donc un petit rapport de force, et qui est ironique. Hein. Tristan, c'est bien, sinon il y avait aussi mélancoliste. Donc Tristan, c'est bien, on feint d'adhérer à un point de vue qui trouverait Tristan bien, pour en réalité faire ressortir un deuxième point de vue qui est que Tristan, c'est complètement nul. Et par conséquent, ce dernier point de vue, Tristan, c'est complètement nul, est présenté comme plus pertinent que Tristan, c'est bien. Donc c'est en cela qu'il y a hiérarchisation des points de vue et surénonciation dans l'ironie. Alors, la mère, elle, répond différemment. Hein. Donc, le père essaie d'avoir la suprématie par l'ironie, la mère par la référence socioculturelle un petit peu méprisante. Hein. Donc, voilà, un jeu au niveau de la pragmatique. On pourrait parler de taxème, de position haute. Hein. On essaie d'être au-dessus de son interlocuteur dans le dialogue. Alors, l'ironiste, nous dit Rabatel, rit de sa cible, qui du coup est dévaluée, ou qui du moins est placée en position inférieure, tandis que l'humoriste joue avec elle, sans cette hiérarchisation évaluative des points de vue. En conséquence, et c'est toujours Rabatel qui nous dit ça, la cible de l'ironie, ce sont les autres que soi. Hein, puisqu'on dévalorise, en général, on n'aime pas se dévaloriser soi-même. Et donc, la cible de l'ironie, ce sont les autres que soi. Et Rabatel poursuit, alors que l'humour finalement joue avec les autres de soi. Et quand on lit ce que dit Rabatel, on voit que ces autres de soi, ça pourrait même être radicalisé en les autres en soi. Hein, ces autres de soi dans ce sens-là. Donc, il y a beaucoup plus d'humour que d'ironie dans Broadway, justement parce que l'humour est la mise en écriture de cette relation avec les autres de soi, de la relation avec son hétérogénéité intime. Et par suite, c'est ce qui fait aussi que l'ironie est plutôt excluante, alors que l'humour, qui rit avec sa cible d'une certaine façon, invite aussi l'auditoire à rire avec, plus que rire contre. Et c'est pour ça qu'il y a un phénomène d'intégration dans l'humour plutôt qu'un phénomène d'exclusion. Alors, je prends quelques exemples. Il faut que je vois quelle heure il est pour voir si je dois sabrer dans la liste de mes exemples. 35, il me reste combien? 5-10 minutes encore? Alors, premier exemple, puisque l'humour suppose un jeu avec les autres de soi, il se lie assez logiquement avec des formes de l'hétérogénéité discursive et au premier chef les discours rapportés, puisque les discours rapportés sont souvent une marque d'hétérogénéité. Alors je prends un exemple, par exemple la page 13. Donc là c'est l'entrevue avec le proviseur. Le père a un petit peu du mal à savoir comment réagir quand on lui explique que son fils a dessiné, je crois, le professeur de SVT en train de faire des choses au professeur d'anglais. Je suis profondément choquée, c'est tout ce que je trouve à dire. Je m'entends prononcer ces mots et jamais je n'ai entendu une phrase sonner si faux. C'est non seulement surjoué, mais j'ai complètement loupé mon intonation. Avec une intonation pareille, j'aurais pu dire tout autre chose. Un délice, ce poulet élevé en liberté. Ou bien, vous connaissez les quais du Douro à Porto?
On dirait un acteur de sitcom AB, production, intérieur jour, cafette du lycée. Et cri-cri, tu as su que Tristan avait dessiné 2 professeurs en train de ham-ham? Je suis profondément choquée. Rires enregistrés. Donc, passage qui est donc plein d'humour, et où vous voyez que les 3 séquences de discours rapportés jalonnent une mise en scène d'une hétérogénéité évolutive qui va vers une espèce de décentrement. D'abord, on a une sorte de dissociation en « je m'entends prononcer ces mots », donc voilà, je me perçois comme un acteur et son rôle, et le rôle est mal joué, donc début de la dissociation. Ensuite, le narrateur s'envisage en train de tenir un autre discours, un délice poulet élevé en liberté, et on en arrive au fait qu'on fusionne presque avec les dialogues d'une sitcom, donc avec les personnages d'une sitcom. Et donc, en cela, il y a un mouvement de décentrement et d'hétérogénéisation. Un peu, voilà, l'autre de soi est de plus en plus sensible dans ce passage humoristique où l'humour est corrélé au discours rapporté. Alors, évidemment, la private joke... Cri-cri, là c'est Cri-cri d'amour, n'est-ce pas, dans Hélène et les garçons, 1992. Et donc cette private joke, évidemment, a pour but de fédérer les lecteurs. Voilà. Alors, autre exemple où l'humour se lie au discours rapporté, ce serait un petit peu plus loin, page 17. Donc là, le narrateur raconte qu'adolescent, il cachait sous son lit le Tao de l'art d'aimer. Et bien évidemment, la maman l'a découvert. Et donc ça donne la chose suivante. À ma mère, qui brandissait le livre qu'elle venait de découvrir, je n'avais trouvé à objecter qu'un regard surpris et outré, comme si j'en découvrais l'existence. Ainsi, des malfrats mal intentionnés venaient la nuit chez les gens pour glisser pendant leur sommeil des livres érotiques chinois sous leur lit. Oh, mais quelle époque vit-on? Alors vous voyez qu'on a là un passage qui est doublement polyphonique. D'abord par le discours indirect libre, qui correspond à un crypto-discours, puisque c'est le discours qui est décodé à partir du regard outré, mais qui n'a pas été véritablement proféré. Donc, discours indirect libre qui suppose polyphonie entre la voix de l'adolescent et la voix du narrateur, mais bien plus, deuxième niveau de polyphonie, la voix de l'adolescent elle-même suppose la fusion avec un on locuteur beaucoup plus âgé. Quel ado de 15 ans, ou de 14 ans, ou de 13 ans dirait « Quelle époque vit-on » Aucun. Donc là, ça veut bien dire qu'en plus, voilà, il y a un deuxième niveau de polyphonie par reprise de clichés d'un autre âge dans la voix de l'adolescent. Alors, l'humour peut aussi passer par d'autres jeux sur l'hétérogénéité discursive, comme par exemple les jeux sur la nomination. Rapidement, je vous lis ça pour ne pas être trop longue. La page 97. Alors, la page 97, là, le narrateur a appris que pour prévenir d'éventuels problèmes de prostate, la consommation de graines de courge était recommandée. Et je me visualise devant une ferme, le vent du Larzac dans mes longs cheveux gras, entouré de brises perpétuelles et lotus astringents, mes enfants, nous affairant autour de 2 ou 3 chèvres, etc. Et Prairie Saint-Piternel, mon épouse, ou une autre de mes épouses, car dans notre communauté, la notion d'appartenance et de monogamie reste un concept bourgeois et rétrograde. Prairie Saint-Piternel me dit de sa voix douce et posée « Tu as pris tes graines de courge, prostate ensoleillée ?» Bon, voilà, donc là c'est le jeu sur la nomination qui permet une altération, l'émergence des autres en soi, dans le cadre de l'humour. Voilà, et alors du coup, je reviens sur cette fin, cette fin qui quand même est tout de même trop hyperbolique pour être complètement honnête. Et peut-être allons-nous descendre les Champs-Élysées avec des drapeaux tricolores, et l'onde se propage jusque sur la plage où des gens me prennent en photo avec leur portable. Il est debout sur son paddle. C'est un véritable raz-de-marée, un triomphe, une apothéose. Moi debout sur mon paddle, et les feux de Broadway illuminent mon visage radieux sous un ciel bleu jouant les pins. Alors donc là, on pourrait se dire que il y a un jeu humoristique, on rit de sa cible, on rit avec sa cible, c'est-à-dire que ce jeu mettrait en scène le battement entre celui qui exulte parce qu'enfin il tient sur le paddle et sur l'existence, et puis en même temps un autre point de vue qui le mettrait en boîte et qui rirait de cette exaltation un petit peu excessive, voilà, signalée par cette espèce de discordantiel, je prends ça évidemment au sens large, que constitue l'hyperbole généralisée. Alors, l'humour d'ailleurs va être représenté dans le roman, c'est-à-dire qu'on a des scènes d'humour représentées et donc qui montrent comment on reçoit l'humour.
et notamment l'humour à l'égard des enfants. Donc le narrateur, Axel, fait de l'humour avec ses enfants, il imite le cri du loup dans les tunnels pour le faire rire, du moins ça marche jusqu'à un certain âge, et on a aussi la représentation de la blague de mauvais goût qui tombe à plat, parce que voilà, elle est de mauvais goût, et qui engendre un sentiment de très grande solitude. Ça, c'est quand les enfants grandissent. En gros, quand les enfants ne sont pas grands, ils rient d'absolument tout, mais à passer un certain âge, c'est plus difficile. Alors, page 39-40. Donc, Tristan parle des tranchées. Et du tac au tac, j'avais dit « Les tranchées d'Albert Camus ». En roulant les airs, un silence s'était ensuivi. Le vent chaud du désert de l'Arizona s'était levé, faisant bondir les virevoltants au-dessus du sol. J'avais compris que la parenthèse enchantée était refermée. Donc plus personne ne rit aux blagues un petit peu pourries du narrateur. Et il va revenir quelques pages plus loin sur ce sentiment de solitude, de l'humour qui tombe à plat. Puisque finalement, justement, ça dit au rebours la nostalgie de l'humour en partage. Mais finalement, ce que disent aussi ces scènes d'humour représentées, c'est que quand les enfants sont trop grands pour rire à vos blagues, il reste les lecteurs. Du moins quand on a pris le parti pris d'une stylistique fondée sur l'humour, d'un style fondé sur l'humour et d'une écriture de l'humour. Alors, une conséquence de ce lien entre humour et hétérogénéité intime, c'est un problème de situation dont il est fait à plusieurs reprises cas, puisque c'est un jeu avec l'altérité intime. Et du coup, l'humour est une écriture qui est non assignée à situation et le sujet est non assigné à situation. Il n'est pas situé. Page 79, on a lequel de mes mois, donc plusieurs mois, et juste après, page 80, nous sommes la succession de personnes étrangères les unes aux autres. Et c'est ce qui arrive du coup, de cet éclatement, découle un problème de situation. Quand vous n'êtes pas un, il est très difficile de vous localiser. Donc ça, c'est page 64. Un chapitre m'avait particulièrement intrigué. Situation. Mais qu'incluait le chapitre situation ? C'était si vaste et abstrait que ça en devenait vertigineux. « Bonjour monsieur, je viens vous voir car j'ai un problème de situation. »« Bien, allongez-vous, nous allons regarder ça. Vous avez la carte vitale ?» Alors évidemment, pastiche d'une scène médicale, mais encore une fois, tout est signifiant. Carte vitale. Vitale, l'existence, la vie. Donc voilà, il y a toujours ce genre de jeu. Alors, cinquième et dernier point qui me sert en même temps de conclusion, poésie, ratage et liberté. Alors, je n'ai pas compté, j'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Mais alors, il y a un mot qui revient sans arrêt, avec tous les jeux des figures de répétition, variation, polyptote, isolexisme, etc. C'est raté, ratage. Alors là, on en a un nombre absolument incroyable. Je vous donne deux exemples. Pardon. Mes enfants ne m'avaient jamais offert que des choses ratées, approximatives, maladroites, et plus elles étaient ratées, approximatives, maladroites, plus mon émotion était forte et les larmes m'en montaient. Ou un petit peu plus loin. Donc là, il s'agit d'un autre cas de ratage émouvant. C'est une opératrice téléphonique qui déforme son nom. Et la déformation du nom n'était jamais tout à fait la même au fur et à mesure de son monologue. Elle subissait d'infimes variations dans le ratage que je trouvais d'une poésie folle. Comme ces objets artisanaux d'étal de marché dont la laideur n'est jamais tout à fait la même d'un exemplaire à l'autre, et ça finit par en devenir beau. Il y a vraiment ce lien entre ratage et beauté, et on va voir liberté également. Alors en effet, parce que la poésie du ratage, la poésie de l'erreur, c'est la poésie de ce qui échappe aux déterminations sociales et esthétiques, c'est la poésie de ce qui va récuser la performance. Je renoue avec ma notion de performance, de cette espèce de comédie sociale. Justement, le ratage le déjoue cette logique de la performance archi-normée, et du coup, le ratage est l'expression d'une liberté. Il est émouvant, il est authentique tout au moins, et c'est pour cela qu'il y a, nous dit-on, page 180, une place en ce bas monde pour ceux qui se tiennent à la rampe. Donc vous voyez cette constellation ratage, poésie, liberté, elle est condensée à la fin du texte dans tout un passage qui tourne autour du free lose. Alors, je reprends ça, c'est quand la loose, finalement, devient l'expression d'une liberté. Et ça, c'est dans le final sur le paddle, juste avant, donc page 191. Je vous lis ça.
Donc, et j'ai du mal à tenir sur ce truc comme j'ai du mal à tenir sur la vie. Et je repense aux jeunes skateurs devant l'église. Et après tout, ça peut très bien passer pour une figure de style. Non, je ne m'en sors pas. Oui, je subis, mais c'est voulu, c'est l'effet recherché, c'est un parti pris artistique, c'est du freeloose. Une figure très en vogue aux States, etc. Alors là, c'est intéressant parce que vous voyez, on a dans le même passage figure de style. Et puis, on a freeloose qui évidemment démarque freestyle, si je puis dire. Et je crois que là, il y a en secret un autoportrait de l'écrivain en skater. Puisque l'idée, c'est que le texte relie la vie et l'écriture en étant finalement à plusieurs fonds. Autrement dit, le texte là humorise, exerce l'humour à l'égard de l'esthétisation du ratage. On vous parle de quelqu'un qui dit « Oh ouais, non, mais je subis, mais je ne fais pas exprès, c'est une posture, c'est pour faire genre ». Donc il y a une humorisation à l'égard de l'esthétisation du ratage, tout en préservant cette esthétisation du ratage, puisque justement elle est fondatrice de l'écriture. Autrement dit, là le passage, je crois, parle autant d'une posture de vie que d'une posture d'écriture, du freeloose existentiel qui fonde un freeloose stylistique à son image. Un freeloose stylistique fait de réitération, d'approximation. On aurait pu aussi aller dans la voie des modélisations. On a un peu tout le temps des un peu bêtements. Donc une stylistique de l'approximation. Donc une sorte de freeloose stylistique à l'image du freeloose, je dirais, existentiel. Mais freeloose stylistique, qui est aussi figure de style, et c'est ce que nous dit le passage, qui finalement est aussi très concerté, parce que c'est aussi ce que je crois avoir un petit peu montré, c'est que, voilà, c'est pas du grand n'importe quoi. Il y a cette impression de nonchalance, de divergence, on va à volo, etc. Mais en réalité, il y a tout un jeu très très signifiant. Et donc c'est pour ça que c'est à la fois du freeloose et du freeloose figure de style, du freestyle, enfin voilà, il y a quelque chose qui naît dans l'agglutination ou l'agencement de tout cela. Et donc, il y a aussi free, dans freestyle et freeloose. Il y a aussi free, il y a aussi une forme de liberté. Et il est probable qu'il y ait donc une forme de liberté et de poésie dans cette écriture faite de variations humoristiques sur le ratage. Voilà. Merci beaucoup, Roselyne, pour ce très beau succès. Pour le coup, vraiment, c'était très, très intéressant tout ce que tu nous as mis au jour de l'esthétique de Caro. Est-ce que nos amis et écouteurs ont des questions à poser à Roselyne ou des commentaires Juste peut-être sur Freeloose, que je trouve très, très drôle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, puisqu'il y a une espèce de référence aux années 80, l'allusion à freelance, peut-être, ça m'a fait penser plutôt à ça. Mais enfin, oui. Merci Roselyne. Merci. Ça donne même de lire ça donne envie. C'est tout à fait envisageable. Et du coup, voilà une écriture un peu en franc-tireur, un peu en freelance, qui sort des sentiers battus, qui sort des Broadway, qui sort des autoroutes larges de l'écriture pour aller justement dans les chemins de traverse en tortilla qui mieux mieux. Ça marche aussi. Tu as raison. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, Roselyne, j'ai trouvé vraiment tout à fait remarquable effectivement cette stylistique de l'approximation, cette poésie du ratage, voilà, qui le caractérise et qui va de pair avec l'approximation lexicale ou stylistique en tout cas. Est-ce que tu la retrouves dans ces autres est-ce que c'est sa poétique? Est-ce que c'est son écriture qui est comme ça? Et je me posais la question de savoir quel lien tu pouvais faire entre cette écriture-là de Broadway que tu nous as dégagée et de ses romans et son travail d'écrivain, enfin de BDaste en fait. Comment tu expliques cette double posture pour lui? Et est-ce que tu retrouves la même esthétique? Alors, il y avait vraiment ce nœud, c'est-à-dire que le ratage s'articule à la performance, ça c'est absolument partout. Vraiment cette histoire, on a ça dans toutes les BD, ça c'est vraiment quelque chose qui me semblait crucial.
Après, il y a quand même des choses assez différentes. Je pense qu'il y a une complémentarité parce que le fil de l'écriture, qui n'est donc qu'un fil très entortillé, il m'a semblé que justement le verbe permet plus facilement de donner à voir cet enchevêtrement, justement parce que tout s'entortille. Alors là, évidemment, les spécialistes de BD sont peut-être pas d'accord, mais il y a un côté plus cloisonné dans la page de BD, alors même si on a des effets retours, des choses comme ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a une complémentarité, c'est-à-dire que ce qui lui manque dans la BD, il l'a quand il écrit, et inversement, justement, voilà, à cause de ce travail peut-être plus fin de monologue intérieur, alors qu'on a aussi d'une certaine façon transposé dans certaines pages de BD, mais peut-être pas autant. Et inversement, c'est sûr que le visuel permet de jouer de certains télescopages de façon peut-être plus heurtée. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de différence de rythme. Et que dans le rythme visuel de la page de BD, qui est peut-être un peu plus cloisonné, et il exploite plus l'absurde, parce que finalement l'absurde c'est une déliaison, et que dans le rythme de la prose, il y aurait quelque chose qui irait plus du côté, justement, alors là on va du côté de la liaison, mais justement on va faire des liaisons, des reliaisons, des surliaisons. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que j'essaie de dire. C'est vraiment cette histoire de rythme. Il me semble que le rythme visuel, qui suppose quand même beaucoup d'ellipses, va plus permettre de l'absurde. Il y a plus d'absurde dans les BD, il y a plus d'humour de l'absurde dans les BD que dans les textes, me semble-t-il. Il y a toujours de l'humour, mais parce que justement, il y a ce côté, voilà, dans les planches visuelles, on passe plus facilement d'une image à une autre, on passe d'une scène tout à fait codée d'entrevue chez les voisins à brutalement l'image d'après, pouf, les jambes sont en l'air et donc les voisins ont commencé à forniquer devant leurs invités. Donc ça exploite ce rythme peut-être plus cloisonné par le côté un peu ellipse qu'il peut y avoir entre chaque case, et du coup plutôt l'absurde qui justement est fait de choses qui se télescopent et qui sont déliées. Et j'ai l'impression que dans l'écriture de prose, il profite de ce qu'il a peut-être moins en BD, qui est voilà, cette possibilité d'emmêler les fils peut-être de façon plus nette. Je ne sais pas si je suis très claire, parce que comme je réfléchis en même temps que je parle, c'est pas forcément limpide. Ouais. Et tu vois ce qui me vient, Roselyne? Si je peux intervenir, Oui, Jacques, oui. Puisqu'en fait, c'est vraiment un des auteurs les plus discontinus dans la BD. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup avec l'héritage ancien de la BD caricaturale, enfin de la pratique caricaturale, avec des vignettes qui sont quasi autonomes et chaque vignette vaut en elle-même. Et comme en plus il pratique le collage, parce qu'en fait souvent il y a un collage entre le dessin et puis qui appartient à des BD un petit peu immédiatement reconnaissables, qui peuvent être des BD sentimentales, des BD, etc. Et des textes qui sont totalement en discordance avec l'image. Et ça, c'est une pratique qui existe depuis les années 70. C'est vraiment l'héritier direct de ça. C'est plutôt aux États-Unis, d'ailleurs. En fait, ça produit constamment de la discontinuité narrative, discontinuité interne. Et on a l'impression, enfin, moi, je sais, quand on lit une BD de lui, on est tout le temps en train de savourer quasiment image par image. Et l'histoire, en fond, n'a aucune importance. C'est juste chaque image a quelque chose un petit peu comme un fruit un peu amer. Enfin, chaque fois, ça... Voilà, sous la dent, ça fait un peu mal. Et je connais pas, c'est pour ça que c'était intéressant, parce que moi, je connais pas sa pratique justement de prose. Je connais vraiment l'auteur de BD. Donc, et c'est intéressant de voir qu'effectivement, comment tu articules les deux. Et je vais aller voir de ce côté-là aussi à ce moment-là. Tu vois, vraiment, je découvre. Mais en fait, c'est justement, merci de ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, là, tu m'aides à formuler ce que j'ai essayé de dire, peut-être un peu à travers, c'est que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a de la discontinuité dans la BD, et qu'en revanche, dans les textes littéraires, je trouve qu'il n'y a pas du tout autant de discontinuité, et qu'au contraire, il va travailler la continuité. Et c'est pour ça qu'il va vers une forme d'humour qui est moins l'humour de l'absurde que l'humour de l'absurde lié à la discontinuité, qui est celui des BD. Et donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a une complémentarité, que de temps en temps, il doit avoir besoin du roman, comme... de temps en temps, il a besoin de la BD, enfin, parce que c'est un peu deux voies complémentaires, mais pas tout à fait les mêmes. Donc voilà, s'il fallait répondre de façon très schématique, la cohérence,
cette histoire de ratage articulé à la performance, pour vraiment cohérence entre le roman et la BD, et les différences, un rythme discontinu contre un rythme continu, qui permet de travailler la liaison, la reliaison en prose, alors que le rythme extrêmement discontinu des BD va plutôt dans le sens de l'absurde. Et ce qui me vient aussi, Roselyne, en t'écoutant et en écoutant Jacques, c'est que cette histoire de décloisonnement lui va très bien. C'est-à-dire que finalement, un genre ne lui suffit pas, mais que le genre même du roman est constamment subverti par cette manière de se défiler par rapport au cadre narratif qui lui est imparti. Et ce que tu soulignais à propos de la remotivation constante des signes, il me semble que c'est une façon pour lui de sortir d'une temporalité attendue narrative et donc de décloisonner, mais aussi temporellement. Et d'ailleurs, son jeu sur les différentes strates temporelles, enfin, tu parlais tout à l'heure, où est-ce que j'ai mis ça il y avait un travail sur les temporalités, oui, ces échappées temporelles, voilà. Tu parlais d'échappées belles temporelles. Il me semble que c'est davantage permis par le roman et que même ce travail sur la remotivation du lexique, en fait, et de la figure, puisqu'il réutilise aussi beaucoup de figures de style, mais du discours commun, en fait, de la doxa, voilà. Il n'y a que le roman qui permet de ça. Oui. Oui. Et ce que tu dis, finalement, tu vois, il y a un lien, évidemment, consubstantiel avec la polyphonie, puisqu'on parle sans arrêt d'esquiver, etc. Donc, on esquive aussi l'énonciation monologique, ça va de pair. Alors ça, c'est un point... l'inflation de culture, on va dire, populaire des années 80, on l'a aussi un petit peu dans les BD, on en trouve des traces. Il y a Goldman qui est cité à la fin de Zai 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 Zai, si j'ai bonne mémoire. On dit comme disait un philosophe, et puis c'est une chanson de Goldman qui arrive. Donc il y a un petit peu discrètement ce genre de choses. Et ça fait partie, voilà, ça fait rire quand on le lit, mais ça fait partie en fait, d'une problématisation, encore une fois, du sujet, de l'identité, de la situation, c'est-à-dire traversée par ces réminiscences de culture populaire, donc double liaison à la fois à l'autre et à un temps autre. Donc voilà, c'est drôle, mais ça, c'est aussi pour mettre en scène cette difficulté à être. Bon, c'est un peu banal ce que je dis, mais je crois que c'est ça. Mais non, c'est pas. Ça nous permet de mieux cerner, de mettre les mots. Tu vois, dans les liens des petits ponts, il y en a plein, des petits ponts après ponctuels avec les BD. Il y a par exemple le karaoké qui finit, parce que je viens de parler de Zai, ça finit sur un châtiment terrible, la peine capitale. Et la peine capitale, c'est un karaoké. On reparle du karaoké dans Broadway, j'en ai pas parlé. Mais là, le karaoké, outre tout ce que ça peut réinvestir de difficultés sociales, etc., de comportements sociaux. Le karaoké, c'est aussi chanter avec les mots d'un autre, et donc le karaoké, d'une certaine façon, exemplifie la polyphonie. Alors, tout en disant que c'est une peine capitale, mais en même temps, parce que, alors, il y a des tentatives, il y a parfois il y a aussi, les discours rapportés chez Fabrice Caro plutôt que Fab Caro, puisque l'abrégé, c'est pour la BD. C'est intéressant dans la BD, c'est particulièrement développé, il y a la place pour une thèse sur les discours rapportés dans Fabrice Caro. Il y a des choses quand même intéressantes. Dans « Et si l'amour s'était aimé », il y a une extraordinaire page où on voit donc le texte qui est au-dessus, qui va progressivement bouffer l'image, comme le quotidien va bouffer le couple amoureux. Et justement, c'est des échanges entre ces deux partenaires qui est donc dans le texte qui mange petit à petit. Et là, on a un formidable travail de montage de discours rapportés avec des dérives. Il y a des tentations de discours, déjà dans la BD. C'est évidemment plus achevé dans l'écriture romanesque. Il y a une chose aussi qui m'a frappée en lisant Broadway, c'est finalement sa capacité à insérer toutes sortes d'histoires possibles, donc à travailler avec les mondes possibles en fait, vraiment. Je pensais par exemple à l'épisode La loyauté envers sa fille qui lui demande d'aller déposer des cierges pour que son petit copain meure, pour qu'il perde, je sais plus, les yeux, qu'il soit handicapé à vie, voilà. Et à chaque fois, ce sont des ébauches
d'histoires qu'il nous propose, mais qu'il ne développe pas forcément. Donc, je me disais que c'est aussi une esthétique de la vignette, quelque part, dans l'écriture romanesque, qu'on pourrait peut-être trouver, malgré tout, si on a supposé qu'on trouve un preneur pour une thèse sur les deux écritures de Caro, peut-être y aurait-il aussi matière à trouver une esthétique enfin quelque chose qui touche ou en tout cas au visuel. Je crois que son écriture reste malgré tout très visuelle. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? J'aurais fait le lien éventuellement avec certaines BD qui justement reprennent un peu les codes, tu sais, des BD qui sont formées d'assemblage en recueil de pages parues dans des magazines. Donc il y en a qui sont, Jacques va me retrouver le titre, c'est pas Bref de comptoir, c'est ça, non, c'est pas Bref, c'est un titre un peu comme ça, où on a des pages en fait à chaque fois et c'est une nouvelle histoire. Mais parfois, on voit réapparaître 10 pages plus loin les protagonistes d'une histoire antérieure. Donc, je ferai plutôt le lien avec une forme particulière de BD, qui est celle-ci peut-être. Celle, tu vois, où tu as une histoire par page. Et ça, on a des BD de Fab Caro qui sont comme ça. Alors, je ne les ai pas toutes apportées parce que ça faisait lourd. J'ai pris que celles que je voulais citer. Mais voilà, où c'est la page qui correspond à une histoire. J'aurais plutôt fait le lien avec ça. Alors, quant à l'écriture très visuelle dans le roman, je suis pas sûre parce que je sais pas. Moi, ce qui m'a plutôt frappée, c'est effectivement la dérive par association d'idées visuelles. Ben, bon, il faudrait creuser la question, mais ça m'a pas semblé forcément. Tu vois, je pense, par contre, il y a beaucoup de dérives linguistiques. Bon, par exemple, la légende du dessin pornographique, c'est donc le professeur d'anglais dit « Mela, moi ». Et Mela, moi, ça va devenir Mélamoa. Et puis Mélamoa, ça fait penser à un prénom tahitien. Et puis le prénom tahitien, ça fait penser à la pub Tahiti Douche, dont tous les cadras se souviennent, où il y avait des filles bronzées, aspergées d'eau, etc. Bon, voilà, alors il y a toute une sorte de jeu de vaillée. Mais alors, visuel, oui, parce qu'on arrive à une publicité, mais quand même, ça a été très linguistique, finalement, les premières étapes du cheminement. Donc, je sais pas. Il y a aussi des choses olfactives avec l'oignon, etc. Bon, pourtant, le visuel est un truc qui m'intéresse. Ça m'a pas forcément... Mais dis-moi si le discours oui. vient d'être adapté au cinéma. Oui. Est-ce que d'ailleurs, il est partie prenante ou pas de cette adaptation ? Où est-ce qu'il a laissé faire Alors, je t'avouerai que je ne me suis pas renseignée sur la situation. Moi, je suis un peu sceptique. Je ne l'ai pas vu. Peut-être que je vais adorer le film quand je l'aurai vu. Mais je suis un peu sceptique parce que justement, il y a quand même un travail très fin de liaison entre des choses inattendues, mais de liaison. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la BD. De la façon, là aussi, où on s'en mêle les choses, on s'en mêle les motifs, on s'en mêle l'histoire de faire construire avec un chauffage au sol, avec d'autres choses. Et je trouve que le monologue intérieur transposé au cinéma, j'ai un petit doute, mais peut-être que ça va être très très bien. J'ai peur qu'on perde quelque chose, mais voilà, c'est peut-être une crainte idiote et je suis tout à fait prête à réviser mon jugement une fois que j'aurai vu le film. Bien, nous verrons. Les BD dont tu parlais, Roselyne, c'est Open Bar. Oui, Open Bar, c'est ça. Merci, Jacques. Je pensais à Bar, Bref de comptoir, c'est pour ça que ça m'a... Est-ce que vous avez d'autres questions ? Parce qu'il est 15h et il va falloir que nous accueillions Adeline, qui, je l'espère, est dans les parages. D'accord, je vais voir si elle est là. Eh bien, merci beaucoup, Roselyne. Et nous accueillons à présent Adeline Desbois-Yantil, qui est maîtresse de conférence, elle aussi, à Paris-Sorbonne, à l'UFR de langue française, et qui est donc spécialiste des écritures du XVIe siècle. Est-ce que j'en ai dit assez, Adeline, pour toi ? Oui, très bien. Et aujourd'hui, nous allons t'écouter donc, sur les roses fauves de Carole Fernandez. Martinez. Et c'est vrai que je m'éloigne un peu de mes sujets habituels, mais c'est vrai que je te remercie, Cécile, pour l'invitation qui était une occasion pour moi de parler de Carole Martinez, dont j'apprécie beaucoup les romans. Alors, il se trouve que ce dernier roman, Les Roses Fauves, n'est à mon avis pas le meilleur. Peut-être que vous aurez aussi un avis. Mais il y a quelque chose d'expérimental qui est intéressant, me semble-t-il, sur les plans poétiques, stylistiques et des traits d'écriture qui sont communs avec ces autres romans.
Alors peut-être pour commencer, je vais laisser la parole à Carole Martinez elle-même en vous lisant l'Incipit donc des Roses Fauves paru à la rentrée littéraire 2020. Des cœurs battent dans la chambre de Lola Cam, des cœurs de femmes mortes. Le premier est de satin bleu, c'est celui de sa mère, le plus douloureux. Elle n'y touche jamais. 5 cœurs palpitent sur une étagère. Alors, cet incipit est en partie déroutant puisqu'on est amené en tant que lecteur à corriger le sens du mot cœur. D'abord, le cœur humain, organe principe de la vie, des cœurs battent dans la chambre de Lola Cam. Ce sens est activé évidemment par le verbe battre. Ce sens est maintenu, mais avec un paradoxe. Ensuite, des cœurs de femmes mortes, comment des cœurs de personnes mortes peuvent-ils battre? Et puis, on a un deuxième sens qui est ensuite activé, représentation du cœur humain, avec ce cœur de satin bleu, celui de sa mère. On imagine donc un petit cœur en tissu qui aurait appartenu donc à la mère ou la symboliserait d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, ce qu'on voit, c'est que le premier sens, celui d'organe vivant, n'est pas complètement aboli. Si je reprends la dernière phrase de l'extrait que je vous ai lu, 5 cœurs palpitent sur une étagère, où le verbe palpiter active le premier sens et le complément circonstanciel sur une étagère, le second. Dès lors, il y a plusieurs possibilités d'interprétation. Soit il y a image, une allégorisation par ces cœurs en tissu, soit ces cœurs sont vivants d'une manière ou d'une autre au sein d'un univers qui n'est peut-être pas totalement régi par les lois de la physique. Et on a là, je crois, dès l'incipit de ce nouveau roman de Carole Martinez, un exemple des tensions qui caractérisent ces romans, tensions entre plusieurs représentations que le lexique fait coexister à la frontière entre le réel, le merveilleux et le symbolique. Et c'est cette tension que je voudrais parcourir avec vous dans le roman, en m'intéressant successivement au régime de fictionnalité d'abord, puis d'énonciation, et enfin de figuralité. Alors, régime de fictionnalité pour commencer. Pour les lecteurs de Carole Martinez, ces cœurs en tissu que je viens de vous présenter évoquent un autre livre, qui est le premier roman de Carole Martinez paru en 2009, Le cœur cousu. Un roman peut-être que vous avez lu, qui se déroule dans le sud de l'Espagne à la fin du 19e siècle, où une femme, Frasquita Carrasco, est jouée et perdue lors d'un combat de coq par son mari et se lance dans une grande traversée avec ses 5 enfants, traversée du sud de l'Espagne, de la mer Méditerranée, avant de s'arrêter dans le désert. Et cette femme a la caractéristique d'avoir un don pour la couture, et donc le cœur cousu, c'est ce cœur qu'elle coud, qu'elle réalise, qu'elle accroche en secret au milieu d'une armature métallique qui supporte un buste de la Vierge Marie dans le village où elle a grandi. Dans les Roses Fauves, les cœurs sont également cousus par des mains espagnoles, mais avec d'autres fins. Il s'agit de petites enveloppes de tissu dans lesquelles les femmes, à l'approche de leur mort, rassemblent leurs dernières paroles, leurs souvenirs, leurs secrets. Et ces cœurs, refermés à l'aiguille, sont transmis par la mère à sa fille aînée, avec interdiction pour la fille de l'ouvrir. Lola Cam, qui est le personnage principal des Roses Fauves, est une jeune postière, bretonne par son père, espagnole par sa mère, qui a hérité de 5 cœurs, les cœurs de ses 5 aïeuls maternels, qui sont pour elle le rappel de son héritage familial. Ces cœurs, donc, elle les possède, en même temps, elle n'en connaît pas le contenu. Et comme dans l'expression « bouche cousue », ces cœurs signalent l'existence possible d'un secret. Et le roman relate l'éveil au désir, en particulier amoureux, donc de cette jeune femme qui est Lola Cam. Et cet éveil passe aussi par la capacité à prendre conscience de son histoire personnelle, à en accepter certaines parties, peut-être à en refuser d'autres. Le rapprochement entre le cœur cousu et les Roses Fauves pourrait s'arrêter à ces petits cœurs de tissu, si ce rapprochement n'était pas établi par ailleurs par Carole Martinez elle-même dans le roman. La narratrice du roman est une romancière en quête d'inspiration, qui est l'auteur d'un premier roman qui s'intitule « Le cœur cousu », justement. Lola dit à la narratrice « Nelly m'a parlé de votre premier livre, j'irai l'acheter en ville dès que possible, même si je ne lis pas de roman. Le cœur cousu, quel beau titre !» Tous les romans de Carole Martinez sont à la première personne, mais on a avec les Roses Fauves un régime énonciatif qui est différent, notamment parce qu'elle entretient une ambiguïté autour du statut de la narration, en faisant de la narratrice une écrivaine qui partage un certain nombre de points communs avec elle-même, ce qui peut laisser croire, dans un premier temps au moins, à l'autofiction. En effet, les 2 premiers chapitres du roman mettent en scène le personnage de Lola Cam, puis le fil de la narration s'interrompt
avec un nouveau chapitre, qui est aussi le premier à ne pas avoir de titre, et ce chapitre s'ouvre sur les mots suivants. En 2009, j'ai vécu quelques mois en Haute-Bretagne pour tenter d'y écrire mon deuxième roman. La narratrice donc, est une romancière, venue passer 3 mois dans un petit village de Bretagne, celui où vit et travaille Lola Cam, et elle a décidé de faire de ce village le cadre de son futur roman. Elle espère trouver l'inspiration sur place. Très rapidement, Lola Cam et la romancière vont faire connaissance et devenir amies. Cette irruption de la première personne dans le roman, passé les 2 premiers chapitres, est surprenante, puisqu'elle semble inscrire le roman dans un espace-temps réel, et plusieurs éléments semblent indiquer que le jeu de la narratrice est bien autobiographique et n'est autre que le jeu de l'écrivaine. On a là, dans les lignes que je vous ai lues en 2009, etc., la mention de cette année 2009, soit 2 ans après Le Cœur cousu, premier roman paru en 2007, une allusion quelques pages plus loin au second livre de Carole Martinez, paru en 2011, lorsque la romancière dit, donc la narratrice romancière, « De retour à Paris, j'ai préféré tout mettre de côté et imaginer les murmures d'une jeune recluse au XIIe siècle », ce qui fait écho évidemment au 2e roman de Carole Martinez, Du domaine des murmures, paru en 2011. Il s'agit là d'éléments qui sont identifiables par un lecteur qui connaît peu l'œuvre de Carole Martinez et jette un doute donc sur l'authenticité du jeu. On peut ajouter également d'autres éléments factuels, comme la mention de la grand-mère espagnole, dite un peu sorcière, dont Carole Martinez parle volontiers dans ses interviews et qui aurait inspiré en partie les personnages du Cœur cousu. Autre élément, le prénom du mari de la narratrice, Laurent, ses origines parisiennes. Et pourtant, la thèse de l'autofiction ne tient pas longtemps. D'une part, Trébuaille, le lieu de l'action, est un village imaginaire. Le personnage de Lucia, qui apparaît dans le récit comme l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de Lola Cam, celle à qui appartient le Cœur cousu le plus ancien, pourrait bien être un personnage du Cœur cousu, donc le roman, puisqu'on a aussi une Lucia qui est vêtue dans les 2 romans, hein, Lucia est vêtue d'une robe à paillettes noires, et dans Le Cœur cousu, le personnage s'en va sur les chemins à un moment donné et on en perd la trace, et on peut tout à fait imaginer donc que cette trace est menée aux roses fauves. Autre élément qui montre que l'autofiction ne tient pas, c'est que l'histoire réelle de la rédaction du roman ne correspond pas à ce qui est relaté par la narratrice. Et c'est très clair par le paratexte du roman, puisque en exergue, Carole Martinez mentionne Dia, cette lectrice espagnole rencontrée à Cavaillon au Lézard amoureux, qui lui a inspiré ce roman. Et donc, le point de départ du roman est une rencontre réelle avec une lectrice qui lui aurait rapporté une tradition espagnole, à savoir que les femmes se transmettaient de génération en génération des cœurs contenant leurs secrets. Et cette coutume est prise en charge par le personnage de Lola, ce que rappelle aussi la 4e de couverture. Et puis, on a aussi, page 168 dans le roman, la mention « Le lecteur de ce roman », rappel générique du statut de l'œuvre à l'intérieur même donc, du texte. Le roman Les Roses Fauves fait de la question de la place du réel dans la fiction romanesque un thème de l'œuvre, en particulier à travers les discussions entre Lola et la narratrice. Lola Cam n'aime que les biographies pour leur véracité. La romancière, narratrice, soutient à l'inverse que les biographies ont aussi leur part de mensonges et que le roman n'est peut-être pas aussi mensonger qu'il y paraît, qu'il échappe au régime du vrai et du faux, ce qui peut paradoxalement le rendre vrai. Elle dit en effet, je la cite, « Un roman n'est pas un mensonge, puisqu'il ne se présente pas comme la vérité, même s'il s'en donne les apparences. Il peut pourtant contenir plus de réalité qu'un témoignage, permettre de toucher à l'intime, de dire ce qui ne saurait être dit autrement. » Et c'est une interrogation qui est aussi portée par un personnage, un acteur de cinéma, qui, pendant le tournage de son film, se prend pour son personnage. Son nom apparaît en réalité dès les toutes premières pages du roman. Alors, il passe inaperçu, ce n'est qu'en relisant le roman qu'on retrouve ce nom. Page 24, aux côtés de Madonna, Johnny Depp et Sophie Marceau, parce que la narratrice dit feuilleter des magazines People. Et donc, il apparaît dans cette liste aux côtés d'acteurs bien réels, alors qu'il n'est qu'un personnage de livre qui se prend dans le roman lui-même pour un personnage. Ce que Carole Martinez énonce, d'ailleurs pas toujours sans quelques lourdeurs ou maladresses, c'est qu'un roman est écriture et en réalité réécriture, que le matériau qu'offre la vie réelle est transformé.
Et la narratrice évoque à plusieurs reprises ces transformations, à commencer par elle-même, lorsqu'elle dit, page 121, « Ma vie n'est pas vraiment mémorable. Le mieux serait de la bricoler un peu. » Ou au sujet de ces personnages, « Tout est bon pour bricoler les habitants de ce monde-là, à savoir d'un roman. » Ou encore, page 248, « Depuis toujours, je débroussaille le monde en traduisant la vie en fable. Ma rêverie tord le réel. Ce bricolage met une sorte de système immunitaire contre la vacuité et l'angoisse. » Vous avez repéré, je pense, la répétition, un bricoler, bricolage. L'idée que le monde fictionnel n'est pas créé de toutes pièces, mais formé à partir de pièces du monde réel. Plus loin dans l'œuvre, encore, la narratrice évoque la parenté entre l'écriture romanesque et le rêve, qui est lui aussi une forme de distorsion du réel. Dès lors, donc, le réel et le fictionnel s'entremêlent, de même qu'il est difficile de déterminer ce qui est vrai dans la réalité, le roman n'est peut-être pas aussi mensonger qu'il en a l'air. Et ce qui est tout à fait frappant dans le roman, c'est la présence des marqueurs de modélisation épistémique, en particulier pour énoncer le doute, incertitude sur la réalité de ce qu'on peut observer, de ce qu'on a vécu, incertitude sur soi-même, ses propres motivations, ses propres capacités, ses propres rêves. Et ces doutes touchent aussi bien la narratrice que ses personnages. De nombreux outils sont présents, verbes de modélisation épistémique, emploi du conditionnel, adverbe de phrase, mais surtout ce qui domine, c'est l'emploi de la modalisation interrogative. Très nombreuses sont les interrogations, toutes des interrogatives directes totales, qui viennent exprimer le doute sur un fait ou sur une certitude et ouvrir la voie à d'autres interprétations des faits. Quelques exemples. Page 248, la narratrice observe un groupe de personnes et s'interroge sur leur vie, mais sont-ils tous aussi heureux qu'ils en ont l'air? Autre passage, page 261, où elle ferme les yeux dans les bras d'une vieille femme sur laquelle je reparlerai tout à l'heure, Morissette. Elle dit « J'ai fermé les yeux un instant, pas plus. Les ai-je vraiment rouverts ?» Et ces questions sont fréquemment posées en série, soit pour reprendre des pensées de personnages. Je pense à Lola Cam, par exemple, page 19-20. « Et si, à force de se dire heureuse, elle était passée à côté du bonheur? Aurait-elle pu vivre autre chose ailleurs et ne pas se retrouver solitaire au jardin? Aurait-elle aimé vivre avec un homme, avec une femme, avec une tripotée d'enfants? N'en a-t-elle vraiment jamais rêvé? Que sait-elle de l'amour? Que sait-elle du désir? A-t-elle seulement eu le choix? » Et ce doute soudain l'attriste tant que sans qu'elle comprenne vraiment comment une si légère agitation du cœur a pu la décrocher du réel, elle découvre le grand vide dans lequel elle vit. Et ces doutes touchent aussi la narratrice. Autre passage, page 265. « Parfois, depuis que je vis ici dans l'espace de mes cahiers, je m'éveille la gorge serrée, comme quelqu'un qui aurait beaucoup pleuré. Est-ce que je pleure pendant mon sommeil? Peut-être avons-nous une double vie, peut-être habitons-nous un autre monde quand nous sommes endormis, un monde dont nous ne gardons pas le souvenir. Qui suis-je quand je dors? Qui suis-je quand j'écris ?» Et dans un mouvement de mise en abîme, Carole Martinez se plaît alors à distinguer dans son roman une Lola que j'appellerais pseudo-réelle d'une Lola personnage, celle qui est inventée ou réinventée par la narratrice en train d'écrire son roman, puisque la narratrice donc à la fois fréquente ce personnage de Lola et en même temps écrit sa vie. Et donc on a une sorte de dissociation assez discrète entre la Lola pseudo-réelle et la Lola personnage que la narratrice appelle aussi mon héroïne. Et ce qui est intéressant, c'est que le roman forme en réalité une unique trame temporelle, continue, et malgré tout, d'un chapitre à un autre, ce n'est pas exactement la même Lola qui est mise en scène, donc la Lola pseudo-réelle ou la Lola personnage de la narratrice. Et cette dissociation se perçoit en particulier dans la manière dont les pensées de Lola sont retranscrites, tantôt en focalisation interne par le recours au discours indirect ou indirect libre, tantôt en focalisation externe dans les chapitres donc, qui sont censés rendre compte de la Lola réelle, à laquelle donc, la narratrice a un accès qui est évidemment différent. Et dans ces seconds types de passages en focalisation externe, l'accès à l'intériorité du personnage de Lola passe alors par le discours direct. Et je reviendrai tout à l'heure sur les questions énonciatives. Ce qui fait que le roman passe ainsi de l'un à l'autre point de vue, tantôt donnant à voir et à entendre les pensées intimes de Lola, tantôt là maintenant dans une forme d'extériorité où c'est la narratrice qui va explicitement supposer, inventer, faire des hypothèses sur la vie de Lola. Et surtout, la narratrice elle-même se reconnaît comme personnage. Elle dit, page 339, « Il me semble que je vis dans un roman.
Et de fait, on peut observer dans l'œuvre un moment de bascule, comme si la narratrice entrait à un moment bien déterminé dans la fiction. Alors, notamment, si on regarde les tout premiers chapitres, dans les premiers chapitres du roman, on observe une répartition tout à fait régulière entre des chapitres, d'une part, qui sont surmontés d'un titre, qui sont écrits au présent de l'indicatif, et d'autre part, des chapitres sans titre, rédigés au temps du passé. Les premiers se rapportent à la vie de Lola Cam, donc ceux surmontés d'un titre écrit au présent, les autres, sans titre, au passé, à la vie de la narratrice qui se remémore son séjour à Trébuaille et l'écriture du roman. Les deux vies sont dans un premier temps donc mises en parallèle. On voit d'un côté Lola dans son jardin, qui prend brusquement conscience d'un manque, notamment de l'absence de liberté dans sa vie, et de l'autre la narratrice désireuse d'écrire un nouveau roman et qui décide à partir d'une photo du lieu d'une retraite propice à l'écriture. La narratrice se rend dans le village de la photo et elle y reconnaît la poste qui est représentée donc sur la photo. Et le chapitre se termine sur cette phrase « En passant le seuil de la vieille bâtisse carrée, j'entrerai peut-être dans la photo ». S'ouvre alors un nouveau chapitre intitulé « La rencontre », qui est écrit au présent de l'indicatif et qui relate la rencontre entre Lola Cam et la narratrice. Et je crois qu'il y a ici, entre ces deux chapitres, un bascule qui est donc explicité peut-être par cette dernière phrase, en passant le seuil de la vieille bâtisse carrée, j'entrerai peut-être dans la photo, avec ce conditionnel à valeur ici d'hypothèse plus que de futur dans le passé. La narratrice bascule dans un régime temporel au présent et en même temps, je crois, bascule dans le monde de la fable. Le présent de narration renvoie alors à un monde détaché de toute historicité, même s'il est lui aussi composé de plusieurs strates temporelles, ou plutôt l'univers est lui aussi composé de plusieurs strates temporelles. Et ce présent de Lola que rejoint la narratrice est marqué en effet par une place grandissante du merveilleux, au fur et à mesure que le roman progresse, place grandissante qui confirme, s'il en était besoin, que le récit a bien basculé. J'en viens à présent à mon second temps autour des régimes d'énonciation. Le roman, je disais, donc maintient une distinction parfois un peu floue, mais malgré tout une distinction entre une Lola pseudo-réelle et une Lola personnage. Et cette vie de Lola est elle-même mise en relation avec d'autres personnages dans une construction romanesque en poupée gigogne, dans la mesure où on a des phénomènes de mise en parallèle entre la vie de Lola et d'autres vies qui sont contenues dans le roman. D'une part, la vie de Lola est mise en relation avec celle de son aïeule, Inès Dolores, dont Lola est la narratrice, donc lisent les fragments conservés dans le cœur cousu. Et d'autre part, la vie de l'amant de Lola, l'acteur que j'ai mentionné tout à l'heure, est mise en relation avec celle d'un jeune poilu et de son amante, l'amante devenant par ce fait un autre double de Lola. Ces deux récits sont introduits dans le roman, donc le récit de l'aïeule Inès Dolores et du jeune poilu, donc sont introduits dans le roman à travers des pièces écrites, des fragments du cœur d'Inès Dolores d'une part, et des lettres d'autre part. Et il en résulte une multiplicité de voix marquée par différentes formes de discours rapportés. Le récit qui est pris en charge par la narratrice à la première personne correspond au premier niveau énonciatif, et je reviendrai sur les récits imbriqués dans un deuxième temps. Le statut fictionnel d'autofiction dont je parlais tout à l'heure a aussi des conséquences sur l'énonciation. Et à la différence de ses précédents romans, peut-être pour rendre crédible son personnage, Lola Martinez met dans la bouche de la narratrice ou de Lola des mots, des tournures de phrases qui ressortissent à un langage familier ou semblent chercher à imiter un langage spontané. En particulier sur le plan lexical, on a des éléments de lexique familier. Je pense par exemple, page 22, « J'ai besoin d'une sorte d'autorisation pour écrire. C'est idiot, mais sans cela, je ne parviens pas à y croire suffisamment. » Ou bien page 67, dans un dialogue, « Tu m'autorises à utiliser tout ça un jour dans un roman ? Oui, je m'en fiche. » Autre élément lexical, lexique que j'appellerais convenu, page 23, « J'ai loué pour 3 mois un petit chalet au fond du parc d'une admirable veuve. » Admirable, ici l'adjectif antéposé ta valeur affective, mais qui semble plutôt relever d'un sociolecte, admirable veuve, que vraiment d'un élément de caractérisation. Autre élément, des expressions figurées qui perdent de leur capacité à faire figure. Comparaison qui tend vers le cliché, je me retiens de d'étaler comme une gamine, page 109, ou bien
Page 112, il m'a embrassé à la fin de la lecture, ça m'a cloué le bec. Il n'est pas impossible que dans ces passages, Carole Martinez joue volontairement ici avec des clichés, puisque le thème du cliché apparaît par ailleurs dans le roman. Voilà. Par ailleurs, voilà, il m'a semblé que la tentative n'était pas toujours pleinement convaincante, notamment parce que la recherche d'un discours qui serait familier reste en deçà du naturel de ce que serait une langue familière, notamment parce que la langue dénonce dans le même temps, me semble-t-il, sa littérarité. Si je reprends la phrase « cet idiot, mais sans cela, je ne parviens pas à y croire suffisamment », on a ce idiot qui tranche par ailleurs avec le lexique extrêmement recherché, parfois rare de Carole Martinez, mais on a malgré tout cela plutôt que ça, la double négation, enfin la négation bitensive, ne pas, alors que si on voulait avoir une imitation parfaite du langage naturel, on aurait pu aller plus loin dans la tentative. Autre exemple, page 52, Lola évoque donc la coutume du cœur cousu, lui demande à la narratrice si elle la connaît. La narratrice répond « Une coutume, non, je n'en ai jamais entendu parler, et mon éditeur non plus. Sinon, il m'en aurait touché un mot pour me convaincre. Contrairement à vous, j'ai eu du mal à accepter ce titre. » On a ici une construction argumentative qui semble aller, me semble-t-il, un peu à l'encontre de la spontanéité supposée ou recherchée du dialogue. Plus intéressant est le fait, me semble-t-il, qu'à la voix de la narratrice s'entremêlent d'autres voix au discours direct. Le discours direct est très présent dans le roman pour donner la parole à de nombreux personnages. Mais ce qui m'a frappée particulièrement, c'est le fait que les formes prises par le discours direct varient en fonction du statut des personnages et de leurs paroles. Sauf exception, donc les échanges qui se dirigent sur le même plan temporel, le plan temporel auquel appartient la narratrice, donc soit des interactions avec la narratrice ou des interactions entre personnages, prennent la forme prototypique du discours direct avec retour à la ligne et tiret. Voilà, il n'y a pas toujours de verbe introducteur ni d'incise, mais on a cette disposition typographique donc, que j'appellerais prototypique. Exemple, page 41. Alors que je m'apprête à lui répondre, son regard dessus se fige, elle flaire l'air et se lève, un plat brûlant cuisine. Retour à la ligne tiret, excusez-moi un instant. Retour à la ligne, je l'observe s'éloigner de l'autre côté du guichet, vers la porte du fond qui donne sur son logement de fonction. Et on voit ici clairement comment la prise de parole au discours direct vient rompre le fil de la narration sur le plan du récit, en même temps que sur le plan de la diégèse, cette prise de parole est celle qui contribue à faire avancer l'histoire. Et ces dialogues entre Lola et la narratrice sont particulièrement nombreux, et donc, comme je disais tout à l'heure, sont une forme d'accès à la vie de Lola quand la focalisation interne est impossible. Cette forme prototypique de discours direct se distingue d'une autre forme dans laquelle le discours direct est marqué par l'italique. C'est le cas notamment lorsque Carole Martinez fait entendre les voix des vieilles femmes qui passent leur journée à tricoter dans le bureau de poste pour se retrouver et discuter du monde qui les entoure. Ces vieilles femmes forment ce que Carole Martinez appelle un chœur. Elle parle du chœur des femmes ou ailleurs du chœur des tricoteuses. Et le discours direct donc, est démarqué par l'italique et non par des tirets. Sachant que dans une même page, on peut avoir du discours direct avec tiret et du discours direct avec italique. Un exemple de la page 40, donc la narratrice entre pour la première fois dans le bureau de poste. La receveuse poursuit son énumération mécanique, tandis que des murmures montent dans la salle. Tiret, donc c'est la postière qui parle. Expression française, voitures anciennes, roses. Une voix finit par se détacher du cœur des femmes. Ne suis-je pas la Parisienne, cette romancière qui loue le gîte au fond du parc de Nelly? J'acquiesce. Oui, je m'y suis installée ici pour quelques mois, le temps d'écrire un livre, ou au moins de bien l'entamer. Les regards changent aussitôt. Italique. Un livre? Et qu'est-ce que vous écrivez de beau? Des romans d'amour? On adore les histoires à l'eau de rose. Est-ce que vous tuez vos personnages à la fin? Tiret. Est-ce que vous racontez des histoires vraies? Me demande alors la postière, soudain moins indifférente. Et on voit ici que selon que c'est la postière qui ferme ou ce cœur des femmes, les propos de la postière sont démarqués typographiquement par des tirets, ceux du cœur des femmes sont rapportés au discours direct, mais en italique. Et on a clairement ici une hiérarchie qui s'établit entre ces deux discours rapportés, puisque l'italique, sans alinéa ni tiret, tend aussi à placer ses voix sur le même plan que la narration, avec laquelle elle est en continuité et non en rupture avec elle.
Et donc, ces deux manières de présenter typographiquement le discours direct tentent à établir une hiérarchie entre un discours qui fasse événement, qui soit action, savoir la rencontre avec Lola, et un discours qui s'inscrive dans un cadre, le cœur des femmes. Cette disposition typographique des voix des femmes indique aussi une possible superposition des voix, mais malgré tout pas une confusion. C'est-à-dire que le chœur ne parle pas d'une voix toujours accordée ou unie. Et en effet, dans d'autres passages, des apostrophes permettent d'attribuer certains énoncés à certains personnages. Un exemple de la page 43. La Morissette, elle n'est pas d'ici. Elle a débarqué il y a plus de 30 ans avec son sourire, une grosse valise, un cabas plein de pots de confiture vide et un chat noir. Certains la craignaient. Jamais compris pourquoi. La couleur du chat, peut-être. Ne sois pas cynique, Pascal. Et là, on voit que typographiquement, ça se présente comme un seul bloc de prose, mais que malgré tout, on a différents énoncés qui sont à attribuer à différents personnages. Et de ce fait, une dernière hypothèse que je voudrais formuler au sujet des italiques est d'y voir une incarnation de la pluralité des points de vue, à la fois d'un mélange des voix, mais d'un mélange donc, qui ne tombe pas à une union, mais plutôt à une superposition, à une confrontation. Et ce qu'on peut observer aussi dans une autre scène, c'est que l'italique est utilisé pour marquer la confrontation de deux points de vue, c'est-à-dire deux focalisations internes des deux personnages, masculins et féminins, sur une même scène. C'est aux pages 232, 242. Autre aspect du discours, je voudrais revenir aux pièces dont j'ai parlé tout à l'heure, ces pièces qui sont introduites dans le roman comme reproduction de textes écrits. Donc d'une part, les feuillets contenus dans le cœur cousu d'Inès Dolores, et puis deux lettres qui introduisent dans le roman d'autres strates énonciatives et temporelles. Ces pièces, elles se distinguent du reste de la narration par leur disposition sur la page, puisque les feuillets contenus dans le cœur cousu d'Inès Dolores sont numérotés. Et puis, la lettre est présentée dans sa forme typographique épistolaire avec des italiques. Les voix sont ici exhibées dans leur hétérogénéité et en même temps, dans les deux cas, le texte écrit a supposé une médiation. Médiation de la traduction pour les feuillets du cœur cousu, puisque le texte est écrit en espagnol et traduit de vive voix par la narratrice en français. Et dans le cas des lettres, médiation d'un ami poète qui prend la plume pour l'amant illettré. Et cette médiation est explicitée dans le roman et on retrouve ici la problématique de l'authenticité du réel et du fictionnel. À propos donc de la traduction, la narratrice dit « Cette traduction à haute voix m'a vidée. Je l'ai réalisée dans un état second. Je ne sais plus ce que je lis. Je pourrais tout aussi bien inventer les mots. Je ne fais plus la différence entre ma voix et celle d'Inès Dolores. » Et puis à propos des lettres, j'ai perdu mon ami Pierre, ce garçon que je connaissais assez pour défoncer ses pensées en écrivant ses lettres. Il disait que je n'écoutais plus sa voix, que j'inventais ce qu'il tentait d'exprimer, que je conjuguais son discours au futur. Et c'était vrai. Je ne prenais d'abord qu'un peu d'avance sur ce qu'il me dictait, je le devinais, puis la course de mon trait sur le papier s'emballait jusqu'à froncer le temps, jusqu'à galoper loin devant. Parfois, sa lettre était déjà finie, alors qu'il butait encore sur sa première phrase. Écrire pour lui n'était pas naturel, il préférait que je m'y colle. Et de fait, l'amante de Pierre s'étonne aussi de sa manière de parler. Elle lui dit « Tu parles bien, Pierre ?» Et il répond « J'ai un ami poète ». Donc on voit à la fois comment ces pièces pourraient être une forme de gage d'authenticité d'une autre parole, mais qu'en même temps, elles sont médiées. Et ce qu'on observe, c'est que dans ces passages qui ressortissent à d'autres strates temporelles auxquelles donc, le lecteur va accéder par l'écrit et également par des visions de la narratrice, Carole Martinez n'utilise pas de marquage typographique régulier pour le dialogue. Et notamment, on n'a pas de tirets, simplement parfois et pas toujours de manière régulière des alinéas. Et on a une présentation donc, qui tend à fondre ici le dialogue dans le récit, donc pas d'italique, pas de tiret, dans un fondu quasi cinématographique, me semble-t-il, et donc à faire en réalité de ces voix qui sont entendues un élément de la scène, au même titre que les mouvements des personnages, comme si tous les modes de perception des événements rapportés à la fois par visuel et puis auditif se mêlaient. Et il semble ainsi que le statut du personnage et la place qu'il occupe dans le roman déterminent la manière dont ses propos sont rapportés. Le roman explore une large gamme de voix
et les formes les plus abouties de l'iris n'apparaissent en définitive dans les feuillets d'Inès Dolores et les lettres de l'ami poète, donc qui sont présentées par intermédiaire. Ce qui me semble intéressant, donc, c'est que la répartition de ces différents types de discours met en tension les dialogues pseudo-réels de la narratrice, avec Lola, avec sa logeuse d'une part, donc le discours prototypique, et un monde, d'autre part, dans lequel les voix ne sont qu'un aspect de l'appréhension du monde, donc une manière d'appréhender le monde par la voix en complémentarité, avec une appréhension par la vue, par également les parfums qui sont très présents dans le roman. J'en viens de ce fait à mon troisième temps, régime de figuralité. Puisqu'au-delà de toutes ces voix, une image unifie le roman. Cette image donne son titre d'ailleurs à l'œuvre, les roses. Ces roses sont multiples dans le roman. Il s'agit d'une part des roses du jardin d'Inès Dolores, dont Lola retrouve des graines à l'intérieur du cœur cousu de son aïeul. C'est ensuite les roses du jardin de Lola, puisque Lola plante ses graines retrouvées dans son propre jardin. Et puis, un troisième rosier est présent, c'est celui qui est créé par l'amant de la Première Guerre mondiale, auquel on accède à la vie par les lettres dont j'ai parlé et par une vision de la narratrice. L'écriture de Carole Martinez, je crois, peut être dite sensible, au sens où elle fait appel aux 5 sens, et un sens qui est tout particulièrement présent dans Les Roses Fauves, c'est le parfum. C'est aussi une écriture sensuelle. Je disais un jour à une bibliothécaire que je trouvais l'écriture de Carole Martinez sensible. Elle m'a répondu, c'est pas sensible, c'est sensuel. Notamment dans ce roman, au sens où l'érotisme y est tout particulièrement présent. Et il y a chez elle quelque chose qui rappelle le réalisme magique dans sa manière d'inscrire le merveilleux dans le réel. Et en effet, les roses du jardin d'Inès Dolores sont à l'image de son désir amoureux et elles fleurissent à mesure que croît son désir. Et pour celui qui douterait de ce récit d'Inès Dolores, les graines retrouvées et plantées par Lola dans son jardin possèdent la même magie et vont elles aussi croître à mesure que Lola s'éveille à la sensualité et à l'érotisme. Le merveilleux de ce fait envahit progressivement le réel à travers les roses. Et puis, autre facteur de cette invasion, c'est les pots de confiture vides de Morissette, donc une des vieilles dames de la Poste, pots de confiture qui permettent à la narratrice d'accéder à une vision du passé. Ce double aspect, donc matériel et spirituel du monde, ou plutôt on pourrait parler d'une forme de spiritualité ancrée dans une matérialité, je vais y revenir. Donc ce double aspect passe d'abord par le fait que Carole Martinez associe des objets à ses personnages, objets qu'ils portent avec eux et qui en même temps les emblématisent. Quelques exemples, l'élastique qui retient les cheveux de Lola et qui est un symbole de son absence de liberté, le cabas rempli de pots de confiture vide de Morissette, symbole du lien entre le présent et le passé, les roses d'Inès Dolores, symbole à la fois du désir et de l'amour, de la mort. On a une association de ce fait entre le descriptif et l'allégorique, au sens où, avant de symboliser Lola ou Morissette, l'élastique et le cabas de pot de confiture vide sont aussi des objets du monde. Et le titre, je crois, fonctionne aussi sur ce modèle. Je me suis longtemps interrogée sur ce titre, Les Roses Fauves, avant de lire le roman, autant sur son sens que sur sa construction. C'est-à-dire que rose comme fauve peuvent être des adjectifs aussi bien que des substantifs. Alors, bon, il y a une hypothèse quand même qu'on peut évacuer assez vite, c'est le fait que ce soit des fauves qui soient roses, au sens où l'antéposition des adjectifs de couleur est quand même suffisamment rare, suffisamment marquée pour être improbable, même si la lecture du livre n'interdit pas cette interprétation. En tout cas, je m'étais arrêtée à rose substantif, mais que faire de fauve, à savoir adjectif, non épithète. Vous savez que c'est un terme polysémique, d'abord qui est d'une couleur ocre-orangé. Je reprends les entrées du trésor de la langue française informatisée. Ensuite, en particulier en parlant d'animaux, bête fauve, bête féroce, de pelage fauve et souvent de grande taille. Par extension, odeur assez forte, caractéristique des bêtes fauves ou analogue à celle des bêtes fauves. Et enfin, au figuré en parlant d'une personne qui a l'avidité, la violence, la férocité d'une bête fauve. Le sens de ce titre se construit progressivement dans le roman. Les roses d'Inès Dolores donc, sont rouges, ce qui exclut, au moins dans un premier temps, le sens de couleur ocre-orangée.
Et cet adjectif fauve va apparaître dans un premier temps dans son sens olfactif pour qualifier le parfum des roses. C'est à la page 101. Demain se noyait dans le parfum fauve des roses, dans ce parfum que mon père avait détesté dès sa première note. Puis le terme va ensuite apparaître seul pour désigner métaphoriquement les roses. Je pourrais lâcher les fauves. Et du sens olfactif, on passe ainsi au sens de bête fauve, ce qui donne au terme une valeur métaphorique, en faisant des roses des fauves, c'est-à-dire des fleurs dangereuses qui attirent et qui donnent la mort. Et le terme revient de très nombreuses reprises. Mes roses fauves, page 161, les roses fauves, page 166, les roses animales, avec ici une substitution d'animal à fauve qui confirme le sens de l'adjectif, ou encore parfum acre qui tient de la fleur et du fauve. Et ce qu'on observe, c'est que lorsque les roses envahissent à leur tour le jardin de Lola, la narratrice se dit importunée par ces roses, par leur odeur trop forte. Donc on a bien ce sens olfactif qui se combine à une autre lecture de la rose comme fauve, comme animal, puisque Carole Martinez va ensuite pousser l'image jusqu'à remettre en quelque sorte en cause la métaphore dans une scène où un vol des tourneaux va s'abattre sur le rosier de Lola et n'en ressort pas. Ce qui fait que le rosier est suspecté d'être carnivore. Donc, question, faut-il voir une métaphore dans l'expression « c'était des fauves » ou « ces roses fauves » ou bien ces roses sont-elles bien des fauves au sens de bêtes sauvages incontrôlables. La rose, donc objet de la diégèse, a aussi une valeur symbolique, symbole du désir, en particulier amoureux, symbole de la mort. Et métaphorisée comme fauve, la rose sert aussi de métaphorisant, ce qui renforce évidemment la cohérence de l'imaginaire. Je pense notamment à page 32, le début du chapitre consacré à Lola, qui est dite « rose séchée dans un herbier ». Ce qui est fort original aussi chez Carole Martinez, c'est la cohérence de ces images et le double plan auquel elle fonctionne comme objet et comme symbole. Et ces deux plans sont liés par le fait que le monde de Carole Martinez est un univers poreux entre la vie et la mort, le passé et le présent. On voit des fantômes apparaître et disparaître, des pots de confiture vides qui donnent accès à des visions du passé. Et un objet peut aussi être, et en même temps un symbole, parce que sa présence n'est pas arbitraire. Et je crois que le monde de Carole Martinez est un monde qui est mu par des forces secrètes, un monde de l'immanence, d'une sorte de transcendance dans l'immanence. Et stylistiquement, cette animation du monde est matérialisée par l'usage du pronom démonstratif « ça ». Quelques passages, ça souffle, froid de là, ça souffle depuis l'au-delà, ça traverse son jardin, ça bouscule ses roses, ça la secoue. Page 18. Pourtant, quelque chose s'écroule, et pas seulement la clôture de pierre de son coin de paradis. Ça s'effondre en elle, ça glisse sans bruit. Mais quoi? Son assurance? Page 18-19, autre passage encore. Ça tonne dehors, ça agite le fou frêne et toutes les tempêtes que j'ai en tête. Cachons-les dans une armoire, dans le noir, que rien ne gêne. Elles aiment ça, quand ça tonne et que ça gronde, c'est ce qui les réveille. Là où des tournures impersonnelles auraient estompé l'actant à l'origine de l'action, le démonstratif neutre, au contraire, l'exhibe, tout en insistant dans le même temps sur son indéfinition. Des forces meuvent le monde, le vent, l'orage, mais il semble que ces forces ne se réduisent pas tout à fait à des phénomènes météorologiques. Et de fait, l'orage est aussi désigné sous un autre nom métaphorique, la bête. Page 155. Sortons les roses de la cabane, elles aiment l'orage. Oui, sortons-les, que la bête les renifle. Et cette vie du monde passe stylistiquement par les métaphores, en particulier lorsqu'elle tente à la personnification. Un exemple de la page 35. Le vent fou est entré dans la maison, il court dans les couloirs, il fouille les recoins, il remue le peu de poussière qu'il parvient à trouver. Il monte et descend les escaliers, il cherche quelque chose, il bouleverse la demeure endormie. On voit ici à travers cette multiplication d'actions, évidemment, on perçoit très bien le mouvement, mais malgré tout. Donc, courir déjà implique une sorte de corps. Fouiller, remuer, surtout monte, descend, et puis enfin il cherche quelque chose qui attribue ici une volonté au vent, et donc on passe d'un mouvement qui suppose une forme de corps au vent à ensuite une volonté. Les comparaisons peuvent également jouer pour certaines sur un double plan, savoir que support d'une représentation, elles sont aussi révélatrices d'un état de fait encore inconnu ou seulement supposé. Un exemple, c'est une scène du récit d'Inès Dolores où elle voit son amant pour la dernière fois et elle dit, elle ne sait pas encore qu'elle le voit pour la dernière fois, mais enfin, donc c'est une scène d'amour et ensuite l'amant ne revient pas.
Et elle dit « Une obscurité plus dense que la nuit a empli notre couche à mesure que la nuit s'achevait. Son corps était si blanc dans l'ombre et ses yeux aussi plats que des lacs. Le sang ne colorait plus ses pommettes. Il m'a quitté au petit matin comme on meurt. Et je n'ai pas retenu les mots d'amour qu'il m'a offerts avant de prendre la route. » Or, quelques pages plus loin, la narratrice découvre que son amant était en réalité déjà mort au moment où elle a vécu cette nuit d'amour. Il est dit en effet plus loin, Rowan, celui qui lui apprend la mort de son amant, ne voulait pas que je lui pose trop de questions. Il ne voulait surtout pas que je lui demande qui avait abattu mon amoureux comme un arbre ce soir de notre première fois, ce soir où nous nous étions aimés sous une pluie d'étoiles, ce soir où il m'avait paru aussi pâle que la mort. Et on voit ici comment les comparaisons de la première séquence, obscurité plus dense que la nuit, il m'a quitté au petit matin comme on meurt, prennent une autre résonance au moment où on découvre que l'amant était en réalité déjà mort. Il est en effet parti comme on meurt parce qu'il était de fait en train de mourir. Et donc on a c'est ça que je parlais de double plan, c'est-à-dire que quand on lit la première séquence, les comparaisons, obscurité plus dense que la nuit, comme on meurt, permettent de se représenter visuellement la scène, mais dans un second temps, elles prennent évidemment une autre signification puisqu'elles révèlent l'état de l'amant. Autre élément de cette animation, de cette matérialité du monde sur le plan syntaxique, et je terminerai par là, c'est le fait qu'on ait un recours à la parataxe plutôt qu'à l'hypotaxe. En tout cas, qu'on a une forte présence de la parataxe dans le roman. Je vous en donne un exemple, page 260. La narratrice va s'asseoir à côté de Morissette, ça va être le début de sa vision. Elle, donc Morissette, n'a pas du tout l'air en déroute, ni même surprise de me voir là. Elle semble bien à sa place au bord de l'eau avec son éternel cabas, sa blouse rose et son manteau bleu ciel. Elle me sourit en tapotant l'écorce à côté d'elle pour m'inviter à m'asseoir. J'obéis et je m'installe contre elle. Elle ouvre le pot de confiture vide et me prend dans ses bras. Je me sens bien dans la chaleur de son corps à regarder la rivière s'écouler vers la mer. Vous voyez ici 8 propositions juxtaposées aux coordonnées dans une succession qui correspond à l'enchaînement des actions, observation de la narratrice, geste de Morissette, mouvement de la narratrice, avec des propositions qui sont ici courtes et qui n'ont pas d'autre articulation. Même si on regarde dans les connecteurs, on a simplement le « et », j'obéis et je m'installe, elle ouvre et me prend. Et alors là, on est donc dans un passage plutôt narratif, mais un autre passage que je recommenterai aussi, je commenterai les deux ensemble ensuite. Je ne pense qu'aux roses sauvages d'Inès Dolores. Je les imagine, je les sème dans le brouillard et me fraye un passage entre leurs tiges tentacules. Je me glisse sous les arabesques qu'elles dessinent déjà sur mes pages dans une explosion de corolle. Chacune de mes expirations crée un petit nuage blanc qui se dissipe aussitôt, ça caille. Alors ici, on a pas simplement des indépendantes, mais aussi des relatifs qui vont participer de la caractérisation des arabesques ou du petit nuage qui sort de la bouche de la narratrice. Mais dans les deux cas, on a un enchaînement de propositions qui passe par donc, une prédominance de la parataxe, donc juxtaposition ou coordination simplement par « et » dans des suites d'actions qui, me semble-t-il, tendent à un type de texte à la frontière entre narration et description. Dans un cas comme dans l'autre, la narratrice relate soit des actions, soit des pensées qui créent en même temps une scène. Voilà, l'installation dans les bras de Morissette, qui va être donc le support de la vision dans un premier temps, et puis dans un autre cas, relation de pensée qui se déploie sous la forme d'images, les roses, et donne lieu à un déploiement métaphorique. Il me semble qu'il y a chez Carole Martinez une sorte de mise à distance de l'intellectualisation du monde, peu de lexique abstrait, mais des images qui incarnent ce qui est abstrait, comme la pensée, peu, disons en comparaison par rapport au volume des propositions de subordonnées circonstancielles, qui signaleraient une recherche de connexion temporelle, de relations de cause à effet, de concession ou d'opposition. Mais au contraire, donc, une importance donnée aux autres modes d'articulation des propositions. Je terminerai par une dernière citation, j'en suis à la conclusion. Page 17. Les éléments s'enlacent, rien ne se contredit, la terre se fait boue, le ciel s'affaisse, les arbres flambent, les clochers s'embrument, les contours s'estompent, les choses s'en mêlent, lascives, débordées par leurs ombres. Proposition juxtaposée, vous aurez reconnu encore, recours aussi aux formes pronominales. Tout dit ici un monde en mouvement, en action, un monde qui est aussi celui de la fusion entre les éléments du monde, mais aussi entre le réel et l'imaginaire,
Un monde donc merveilleux dans tous les sens du terme. Je vous remercie. Merci beaucoup, Adeline, pour ce très beau travail et cette exploration de l'écriture de Carole Martinez, tout à fait porteuse de sens, en effet, pour ce que j'ai pu lire d'elle, en particulier donc son dernier, Les Roses Fauves. Et tu disais justement que ce n'était pas ton roman préféré. Est-ce que lequel a ta faveur dans ce cas-là et pourquoi? Je me suis posé la question. La question est difficile parce que j'aime beaucoup les trois autres, à vrai dire. Donc, les trois autres, il y a Le cœur cousu 2007. C'est une fresque espagnole donc autour de cette femme Frasquita qui parcourt le monde avec ses enfants, et dans la famille ils ont tous un don. Frasquita a un don pour la couture et chacun de ses enfants a une caractéristique particulière. On est toujours dans ce monde intermédiaire entre les vivants et les morts, puisque voilà, une tradition familiale veut qu'on se transmette des prières qui ont le pouvoir d'agir sur le monde. Il y a eu ensuite Du domaine des murmures. Là on est dans un monde médiéval. Donc une jeune femme qui refuse d'épouser l'homme avec lequel elle doit se marier, qui décide de s'emmurer vivante. Et en fait, de son lieu de réclusion, elle a en fait un accès formidable au monde, d'une part parce que tous les pèlerins viennent voir cette jeune recluse, et puis elle a des visions, elle aussi, un peu comme la narratrice, mais des visions qui sur le temps des croisades. Donc on a une ouverture aussi, disons, historique, quasiment épique. Et puis La Terre qui penche, c'est dans le prolongement du domaine des murmures. Ça se situe au même endroit, quelques siècles plus tard, avec une interrogation un peu différente autour de la question de l'enfance, notamment avec un personnage qui ne quitte pas véritablement l'enfance. En fait, j'ai préféré les trois autres et j'ai du mal à les hiérarchiser pour être... c'est plutôt qu'il y a des choses qui m'ont un peu gênée dans Les Roses Fauves, notamment... j'ai trouvé parfois que le roman était peut-être un peu trop didactique. Et moi, ce que j'aime dans l'écriture de Carole Martinez, c'est cette sorte de description du monde dans un entre-deux qui passe par... les phrases, typiquement, sont différemment structurées. On a beaucoup moins de discours directs dans les autres textes. On a des images qui sont plus puissantes encore, me semble-t-il, que dans ce roman-là. Mais il m'a semblé qu'elle essayait autre chose, en fait, ici, en termes d'écriture, notamment qu'elle s'essayait un peu au métadiscours, et que ça passait par cette dissociation entre elle-même, la narratrice, le personnage pseudo-réel, le personnage fictif, et une sorte d'emboîtement d'histoire qu'on n'a pas du tout, le fait d'introduire aussi des pièces extérieures, ce qui n'est pas non plus le cas dans les autres textes qui ont une plus grande unité, je dirais, d'un point de vue stylistique. Voilà. Mais peut-être que, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont lu aussi les différents romans, qui ont un avis. Merci, Adeline. Est-ce que vous avez des questions à poser à Adeline, ou des remarques ou des retours à faire les uns les autres? Moi, je me suis aussi interrogée sur la portée métaphorique que tu as remarquablement développée sur ces roses, là, ce rosier terrible qui se déploie dans différentes pièces, enfin, à différentes époques des histoires des roses fauves. Et je me suis demandé si ces rosiers avaient à voir avec la création elle-même. Et ce faisant, je me suis demandé pour ce que viendrait y faire cette dimension menaçante, en fait. Parce que ce déploiement arborescent du rosier qui pousse à très vive allure, comme se développent les histoires, parce que ces pièces contenues dans les cœurs cousus et qu'on déplie, voilà, bien, le rosier lui-même se déploie à très grande vitesse et voilà, et on a le sentiment que peut-être il y a une métaphore ici de ces histoires elles-mêmes dans ce déploiement. Mais dans ce cas, je ne sais pas quoi faire de sa dimension mortifère.
En quoi est-ce que c'est parce que on dit que ouvrir et lire ces histoires porte malheur si on le fait, si dans la génération qui suit, il me semble me souvenir de ça, hein, que les filles ne doivent pas ouvrir ces cœurs. Et est-ce la raison de leur dimension mortifère? Est-ce la raison de la dimension mortifère de ces graines de rosier qui poussent, qui envahissent tout et qui absorbent les oiseaux, les chants, et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, merci. J'avais pas du tout pensé. C'est une bonne hypothèse. Alors par contre, je l'interpréterai pas en lien avec le foisonnement comme tu le fais, mais plutôt au fait que l'écriture peut aussi amener à une rupture avec le réel. Et elle dit à un moment, elle se présente comme une femme ballon, une femme qui n'est raccrochée en quelque sorte à la réalité que par son mari, qui la fait redescendre sur Terre. Et justement, ce qui est frappant aussi dans la mise en scène qu'elle fait d'elle-même, c'est qu'elle perd le contact avec son mari. Voilà, elle est partie géographiquement. Ensuite, donc il y a un premier échange téléphonique où elle trouve qu'à 2 heures du matin, il ne s'intéresse pas assez à son roman. Et finalement, elle finit par même enlever son alliance. Et c'est peut-être dans ce sens-là, la manière dont l'écriture peut finalement amener à une rupture avec la vie ou envahir peut-être la vie réelle et emmener dans un autre monde. Et c'est vrai qu'on a cette bascule dans un autre monde. C'est très intéressant comme hypothèse, je n'y avais pas pensé. Mais il peut y avoir aussi quelque chose dans le foisonnement, la multiplication, la prolifération. Ça, c'est aussi caractéristique de ce roman. Ce n'est pas du tout dans les autres, cette idée avec ces mises en parallèle un peu gigogne aussi dans les histoires qui effectivement peut faire penser à différentes fleurs qui sont toutes un peu différentes et toutes un peu pareilles aussi dans leur prolifération. Mais il y a quelque chose de mortifère dans l'écriture qui est quand même évoqué malgré tout, hein, notamment cette image de la femme ballon qui... Oui, et ça ne m'était pas du tout apparu, en effet, et tu as raison, en fait, c'est ça, c'est le risque de perdre pied, en fait, à creuser l'imaginaire. Il y a peut-être un risque, en effet, de perte de soi ou du réel ou de son... Enfin, de déliaison. Est-ce que... Mais ce qui est très beau chez Carole Martinez, c'est les images. Il y a une cohérence dans les images et dans l'imaginaire qui est vraiment extraordinaire. Et dans les autres œuvres, là, pour le coup, la dernière partie que j'ai développée sur les figures, c'est ce qui est le plus proche dans ce qu'elle fait dans ses autres textes, avec des images qui prennent sens et qui s'enrichissent en fait au fur et à mesure que le texte progresse et dont on mesure parfois en revenant sur le début que finalement tout était déjà là, que c'est un petit mot, on n'avait pas fait attention, c'est une comparaison, une métaphore ou quoi. Et on se rend compte en réalité que c'est porteur de ce qui va se développer ensuite. Et ça, c'est vraiment très, très beau. Et puis aussi toujours ce doute sur le statut des choses, c'est-à-dire que c'est présenté comme merveilleux, puis il y a toujours des moments où quand même on peut se dire que peut-être que c'est simplement une représentation, un embellissement par les mots, ou bien une mauvaise interprétation des faits. Donc on a ce jeu toujours entre le réel et le fictionnel. Oui, je crois qu'il y a une exploration du pouvoir de l'imagination, et de ses limites aussi peut-être. Mais oui, c'est vrai. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, Adeline, pour ce voyage dans l'imaginaire et le temps de Carole Martinez, dans son espace-temps. Ça nous a transportés aussi avec toi. Merci beaucoup à tous. Donc, on se retrouve dans un mois pour la prochaine séance de lecture sur le fil et nous entendrons Jacques Dürrenmatt et Mathilde Bonatti, l'un sur la bande dessinée, l'autre sur la poésie. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci à toi. Merci, au revoir.